Merci aussi au conseil départemental et à son vice-président de nous accueillir ce soir pour parler d'un sujet qui doit intéresser tous les citoyens, tous les habitants du pays. Le sujet, ce sont les cahiers citoyens. Je pense que vous savez tous que 2018-2019, les cahiers, les Gilets jaunes, un événement marquant dans l'histoire de la République française, de la Ve République. Et il y a eu spontanément, parfois, organisé, par exemple par l'Association des maires ruraux de France, l'idée de consigner les contributions des citoyens, qu'ils soient gilets jaunes ou pas. Et une fois que ces deux événements se sont passés, le président Macron, soit pour calmer le jeu, soit pour faire une sorte de vase d'expansion, a créé l'événement qui est le grand débat national. Et finalement, au bout d'un certain temps, il a été proposé que les maires des communes mettent à disposition des citoyens des cahiers, en copiant un peu ce qui avait été fait à la fin du règne de Louis XVI et qui a conduit Louis XVI à un endroit pas très agréable. Ces cahiers, ils ont été complètement mis sous cloche. Le pouvoir, le président Macron et les gens qui le soutiennent ont tout fait ou pour minimiser l'importance de ces cahiers, ou simplement pour ne pas s'encombrer d'un certain nombre de choses qui étaient dans ces cahiers. Et donc, pendant 6 ans, c'était une sorte de cage, de cloche, où les citoyens n'avaient pas accès, mais même les chercheurs en sciences sociales, même ceux qui étaient le plus neutres et le plus passionnés par ce sujet, n'ont pas eu le droit ou ont été, je dirais, détournés d'un accès direct et transparent à cet énorme corpus de citoyens de tous âges, de toute origine, de tout niveau social, qui est d'une richesse extraordinaire. On parle de 220 000 contributions, ce qui est très largement supérieur aux espèces de sondages pipeaux, je dirais, qu'on a de façon récurrente par des sociétés de sondage qui sont sur un échantillon limité, parfois pas très représentatif, et avec des questions très préprogrammées. Les cahiers citoyens, quand vous vous plongerez dedans, j'espère, un jour, vous verrez que la langue, elle est assez libre, qu'elles ne sont pas que des doléances. Il y a presque plus de propositions que de doléances, en tout cas dans certains coins. Et que c'est vraiment un corpus assez fantastique à étudier. Et au GREP, on a été quelques-uns à se dire, le GREP ayant des activités citoyennes, par exemple vous accueillir à des conférences débats à entrée libre et libre de discussion et transcrites, ou bien ce que font une petite équipe du GREP dans le programme PLC 31 pour aller parler de laïcité, de respect et de citoyenneté aux enfants des collèges. On s'est dit, après tout, pourquoi le GREP ne s'intéresserait pas à ce corpus de doléances citoyennes. Et fin 2024, on a pris contact avec les archives départementales qui nous ont très, très bien accueillis, qui ont été, je dirais, satisfaites professionnellement et en tant que citoyennes, que des gens comme nous viennent s'intéresser à ça, puisque c'est les archives qui stockent tous ces cahiers, le cahier physique, les cahiers physiques. Donc, ils nous ont bien accueillis, elles nous ont bien accueillis, c'était des femmes. C'est une question que je poserai tout à l'heure à notre voisine. Et nous ont un peu déniaisé en matière d'accès aux archives, ce qui n'est pas facile. Nous ont expliqué la complexité du trajet de ces cahiers, le rôle de la BNF, le rôle des ANF, le rôle des préfets, le rôle des maires, etc. Et dès le début, où là je parle personnellement, j'ai commencé à faire une veille biblio, c'est le nom de Magali Dea Souda, ma voisine, qui est apparu comme quelqu'un d'engagé, produisant des textes compréhensibles même par des non-sociologues, et
avançant exactement dans ce qu'on avait envie de faire. C'est-à-dire que si je l'avais connue dès le départ, je pense qu'elle m'aurait dit, mais vous m'avez copié. Les projets, la façon d'avancer, etc., c'était en des termes non politiciens, non sociologues, plutôt par des termes d'ingénieurs, exactement ce qu'elle fait. Et elle est à la tête d'une équipe, elle travaille au centre Émile Durkheim à Bordeaux, en fait, à Pessac, si j'ai bien compris, avec une équipe faisant des entretiens sur le terrain avec des manifestants, produisant beaucoup de textes. C'est une productrice assez fertile. Je la compare un peu à Bertrand Badi, qui était notre avant-dernier accueilli ici. Dès on prend un journal, on voit qu'il y a un nouveau papier de Badi, quoi. Bon. Ensuite, son équipe a une caractéristique, c'est qu'elle est ouverte aux autres. Alors, j'ai fait de la recherche, pas dans son domaine, mais les équipes ouvertes, complètement ouvertes, qui montrent ce qu'elles font, qui proposent des échanges tels qu'on a fait. On a passé 2 heures tout à l'heure, une dizaine dans la boîte ici et une dizaine à 10 écrans. Elles jonglent avec tout ça et c'était enrichissant. Et on voit déjà que dans les départements, même entre citoyens sociologues ou intéressés par ça, il y a des nuances, il y a des discussions. On est très vite pas tous d'accord sur certains arguments, certains paramètres qu'on va ou qu'on ne va pas prendre en compte. Voilà. Donc on s'est dit au GREP, on va se lancer là-dedans. Et on a, grâce aux archives nationales, des gens se sont agrégés à nous. Elles ont parlé à quelqu'un qui est dans la salle, qui anime une troupe théâtrale, à des étudiants qui sont venus nous voir, qui n'ont pas donné suite, mais qui sont quand même venus nous voir, à des enseignants-chercheurs, à des syndicalistes de la CGT, de l'histoire, de l'Institut de l'histoire sociale. Donc, bref, la relation avec les archives départementales est absolument excellente. Et puis, maintenant, on en est à une phase où il faut transcrire, c'est-à-dire faire lisible et accessible pour tous les citoyens les textes que tous les citoyens ou habitants de la France ont produits, confiés à ces cahiers, dans un langage français compréhensible. Et puis, d'autre part, laisser une trace primaire, je dirais, de l'objet réel que sont les vrais textes des gens avec leurs vraies injures, leurs vrais compliments, leurs vraies ratures, leurs pas de gribouille ou inversement, ceux qui écrivent comme quand j'étais à l'école communale il y a bien longtemps, dans les années 1950, 40-50, complètement calligraphiés à la façon d'un bon élève. Donc on voit que des gens de mon âge qui vont chez le monsieur le maire écrire des choses pour râler ou pour proposer des choses, soignent drôlement la présentation. Donc il y a tout. Il y a les gribouillis illisibles et puis il y a des lettres parfaites. Puis il y en a qui font une thèse de sociologie, qui vous mettent 15 pages, toutes leurs idées, toute leur vie, etc. Il y en a qui ont quasiment des propositions de loi écrites. Donc, se plonger là-dedans, même sans transcrire, c'est une aventure, quoi. Ça vaut plein de bons bouquins. Alors, notre boulot, ça va être de transcrire. Et puis après, passer à ceux qui, enseignants-chercheurs, dans le laboratoire Lynx ou dans d'autres laboratoires, en Gironde ou ailleurs, vont utiliser des outils de linguistique, de mathématiques, de statistiques, de sociologues, de politiciens pour tirer des conclusions beaucoup plus avancées, beaucoup plus raffinées que ce que nous, un peu primates, un peu moins de copistes, on aura sorti de notre travail de moins de copistes. Voilà. Alors, je pense que c'était pour parler de ça. La personne ad hoc, tout à l'heure, je l'ai comparé à Claudio Abbado comme chef d'orchestre. Alors, Nathalie Della Souda, elle est Magali Della Souda, pardon, et docteur en histoire, mais orientée vers la sociologie et la politique. Elle a des origines italiennes, son nom le dit bien. Sa thèse a été soutenue en co-jury entre l'ES et puis l'Università di Roma La Sapienza. La Sapienza, pour ceux qui ne parlent pas l'italien, c'est quand même la sagesse. Donc c'est un grand plaisir de l'accueillir. Elle a été aussi
chercheur invité à Stanford. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Et puis, elle a publié un certain nombre de livres. Certains sont à la table de presse. Et puis, elle m'a même conseillé, à ma requête, deux très bons bouquins sur 1789, les autres doléances, et sur 1945, juste après la libération. Donc, Magali Della Souza, vous avez la parole. Mes remerciements à l'institution qui nous accueille, monsieur le vice-président, et au conseil départemental de Haute-Garonne, bien évidemment à Jean-Louis, Pierre et tous les membres et toutes les membres du GREP qui m'ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie aussi d'être venus aussi nombreuses et nombreux. C'est un honneur de partager avec vous les résultats de nos enquêtes, de notre démarche de sciences citoyennes. Et puis, c'est un grand plaisir aussi d'être à Toulouse pour différentes raisons, mais parce que c'est l'occasion ce soir d'être avec l'une des femmes de ma vie, ma grande fille, qui assiste à la conférence ce soir. Et j'en suis très, très émue. Alors, je commencerai par le commencement. Jean-Louis a commencé à revenir, et ça a été dit aussi en amont, sur ce contexte très particulier d'ouverture des cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances, ils sont nés dans un mouvement social qui a été un mouvement de mise en crise de la représentation au sens large du terme, ce moment de mise en crise, c'est-à-dire ce moment dans lequel ce qui allait de soi, les pratiques ordinaires, les sentiments d'obligation ordinaire à l'égard des autres, à l'égard des institutions, perdent de leur évidence. C'est ça une mise en crise. Et avec les Gilets jaunes, on est dans une mise en crise profonde de la représentation dans différentes dimensions. Dans sa dimension politique, ça a été vu tout de suite. Ces Gilets jaunes cristallisent leur colère sur le président Macron. Ces Gilets jaunes, ils nous interpellent, ils interpellent aussi le fonctionnement des institutions démocratiques en mettant en évidence les dysfonctionnements, le manque d'écoute, l'incapacité aussi des institutions telles qu'elles fonctionnent à porter les doléances, les espérances, les demandes, les besoins, les attentes des citoyennes et des citoyens. C'est une crise de la représentation médiatique également, avec les automédias, avec le court-circuitage de la presse et des grands médias pour faire valoir les revendications des manifestantes et des manifestants. Et ça va permettre de faire émerger des questions dont on n'entendait jamais parler dans le débat public, comme les violences policières. Mes collègues de Toulouse s'attellent spécifiquement sur cette dimension-là des Gilets jaunes. C'est un moment de crise de la représentation professionnelle, car comme vous le savez, dans notre enquête, bien que 33% des personnes gilets jaunes répondant à nos questionnaires sur les lieux d'action déclarent appartenir ou avoir appartenu à un syndicat, ils sont plus des 2/3 à nous dire ne pas vouloir de syndicat dans le mouvement. Donc, mise en crise aussi du fonctionnement de la démocratie sociale organisée, jadis au sortir de la guerre, autour des partenaires sociaux et de la représentation du monde du travail par les syndicats. On pourrait ajouter enfin une mise en crise de la représentation de la cause de l'écologie, puisque c'est bien une annonce faite au nom de l'écologie, cette fameuse taxe sur les carburants qui met, si je puis dire, le feu aux poudres. Et ce qu'on va voir dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes ne sont pas anti-écologistes, ils ne sont pas contre l'écologie, ils partagent avec l'ensemble de leurs concitoyennes et concitoyens, l'ensemble des personnes qui vivent sur notre territoire une profonde inquiétude environnementale, comme en témoignent encore aujourd'hui les sondages d'opinion. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ce soit une écologie pratique, une écologie concrète, voire peut-être même radicale, qui se traduisent en politique publique et non pas cette écologie qui exonère les plus gros pollueurs émetteurs et les plus aisés et les plus riches et les mieux dotés de toute contribution à l'effort dans la transition. Donc je reviens, si j'ai fait ce petit préambule, c'est pour vous expliquer aussi comment ces cahiers de doléances sont nés sur les ronds-points pour rendre intelligible une colère et pour essayer de mettre en forme les revendications du mouvement social qui s'organise en dehors des syndicats et des partis, qui s'organise en dehors de ce qu'on appelle traditionnellement les organisations de mouvements sociaux.
Et donc, il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de structure qui puisse convoyer les revendications du mouvement aux autorités politiques, aux médias et au grand public. Sur les ronds-points, on voit donc des cahiers qui circulent, comme dans le documentaire Un peuple. On va les voir en manifestation aussi, avec des listes de doléances, et puis on va les voir sur les réseaux sociaux, ces cahiers. Donc, ils naissent en ligne avant le 17 novembre, pendant la phase de mobilisation de clavier, et puis après. Et puis, dans ce moment-là, comme vous vous en souvenez, au niveau de l'exécutif, il n'y a pas de portes de sortie qui sont ouvertes, mais en revanche, les maires ruraux de France vont sentir qu'il y a une carte à jouer. Eux qui souffrent tant d'un exercice très vertical du pouvoir par le nouveau président Emmanuel Macron, vont proposer une initiative qui va s'appeler Mairie ouverte, dans laquelle ils vont mettre à disposition des cahiers et avec un effort d'ouverture des mairies à des horaires inhabituels pour permettre aussi citoyennes et citoyens, mais aussi à chaque habitante et habitant de la commune ou d'une autre commune d'y contribuer. Devant le succès de cette opération, qui est menée d'ailleurs en premier lieu en Île-de-France, le président Emmanuel Macron annonce la tenue d'un grand débat national pour le mois de janvier. Ce grand débat national, c'est en fait une grande opération de communication politique arrimée à la montée en puissance des cabinets de conseil et d'opérateurs privés au plus haut rouage de l'État. Et elle est vraiment conçue comme un dispositif communicationnel où on va mettre en forme l'opinion publique à travers un formulaire. Pour participer au formulaire du grand débat national, vous deviez vous enregistrer, vous deviez donner un bon nombre de données personnelles identifiantes, vous deviez consentir au traitement de ces données, mais surtout, vous avez des cases et des thèmes imposés, choisis par le chef de l'État et son entourage. Et devant ce dispositif, Madame Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, avait dit « Attendez, il faut que les citoyennes et les citoyens, il faut que les personnes qui vivent sur notre territoire et qui ont envie de participer puissent participer librement. » Et donc, à côté de ce dispositif grand débat avec ses formulaires, ses réunions cadrées et imposées par le haut, vous avez eu des cahiers de doléances. Ils ont fait l'objet de plusieurs circulaires, ces cahiers de doléances. Ils devaient être ouverts dans toutes les mairies, sous contrôle des préfectures de département, ou dans les permanences parlementaires des élus de la République en marche, du parti présidentiel. Ces cahiers de doléances, quand la première circulaire les fait naître, les organise, au départ, ils devaient être renvoyés, les cahiers originaux, par les maires eux-mêmes, à la mission nationale du grand débat à Paris. Et il leur était bien dit, faites des photocopies parce que vous ne les reverrez plus, vos cahiers. Donc là, on est fin janvier, début février. Il y a des maires que ça a fait tiquer sans doute. Et puis ensuite, deuxième circulaire, vous les enverrez aux préfectures, dans les bureaux des élections et de la légalité. Et là, ils seront photocopiés et les originaux ne vous seront pas restitués, mais ils seront versés au terme d'un bras de fer discret mais efficace entre archivistes et sommets de l'État. Ils seront versés aux archives départementales. Donc, vos cahiers originaux, ils ont été versés dans des délais très rapides, souvent inventoriés et mis à disposition du public, dès avril 2019 aux archives départementales. Ça, c'est un héritage de la Révolution française. La transparence, la publicité et la création de ce service public unique par sa longévité et son existence pérenne sur le territoire, alors que tous les autres services publics sont actuellement redimensionnés, pour le dire pudiquement. Alors, qu'est-ce que c'est une doléance ? Que désignent ces cahiers ? Ce sont des registres de divers formats qui contiennent donc des contributions que nous appelons des doléances, ces plaintes orales ou écrites qui exposent un grief pour obtenir réparation ou seulement faire connaître un malheur ou une infortune. On peut ajouter que ces cahiers de doléances, comme certains maires d'ailleurs les ont nommés, cahiers de propositions, cahiers d'espérance, ils peuvent aussi contenir des propositions, des opinions très générales, parfois des invectives, des textes qui se répondent. Voilà, donc il y a une diversité d'expressions et d'énoncés dans ces cahiers. Et quand on évoque en France les cahiers de doléances, on les rattache quand même à la Révolution française.
On les rattache à l'expression d'une injustice et par conséquent à l'expression aussi, en creux, de ce qu'on attend du contrat social et de l'économie morale qui nous lie, citoyennes et citoyens au sens très large du terme, au sens d'habitants de ce territoire, à celles et ceux qui nous gouvernent, qui nous lient aussi entre nous, entre différentes communautés individuelles et communautés constituées d'individus ou communautés politiques. Ils ont plusieurs dénominations, comme je vous l'ai dit, et je vous ai mis dans la diapo un repérage effectué par mes collègues qui ont travaillé sur le département de la Somme. Il y a un problème avec le micro. Non, il y a juste un petit truc qui gêne en haut, là. Je vais essayer de le... Voilà. Ah oui, pardon. Voilà. Désolée. Alors, les cahiers des ronds-points, voilà à quoi ils ressemblent. Vous avez un extrait du film Un peuple que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est un moment très émouvant, puisque là, on voit se déplacer les lieux de la délibération sur le rond-point. Et puis, il y a un vote à main levée. Et puis, quelqu'un crie « Il est où le cahier ? Il est où le cahier ?» Il cherche le cahier de doléances pour consigner le vote et consigner les doléances. Et puis à côté, un document qu'un très jeune étudiant en master, qui aujourd'hui est devenu un collègue, Pierre Chiron, avait collecté pendant son enquête auprès des Gilets jaunes de Gironde. Et donc, vous voyez ici comment est formalisée la doléance. Là, elle est pré-rédigée et elle prend la forme d'une pétition avec des éléments complémentaires, notification. Ces données, je vais y passer très rapidement. Je vous l'ai un peu dit, elles sont conservées aux archives départementales. Et puis, pour les photocopies numérisées, elles sont désormais accessibles aux archives nationales. Si vous leur écrivez, si vous en faites la demande, vous pourrez en recevoir une copie. Le seul problème, il est technique, c'est qu'il y a plusieurs téras de données, car 225 000 doléances numérisées en qualité alto, format patrimonial, c'est très, très, très lourd. Donc, il n'y a pas de moyens techniques pour vous les envoyer par mail. Donc, ils vous enverront une clé USB avec les documents. Et puis, il y a aussi aux archives nationales désormais accessibles les transcriptions approximatives très imparfaites de ces fameux cahiers numérisés. Là encore, ça peut être utile pour les équipes citoyennes et les équipes scientifiques. Alors, quelques enseignements de l'étude de nos cahiers. D'abord, il faut revenir sur le moment et sur tout ce qui a été dit sur les Gilets jaunes. Je ne m'attarderai pas très longtemps, mais sur ce moment prétendu d'hystérisation du débat public, je ne relèverai pas le caractère profondément misogyne et sexiste du terme, qui avait été donc désigné par une personne qui avait travaillé sur les transcriptions, qui y voyait un moment une sorte de défouloir. Et puis le sociologue Bruno Latour qui voyait un moment de dépolitisation, un contexte d'extrême dépolitisation. Rappelons que nous sommes dans le moment, une des séquences les plus fortes du mouvement des Gilets jaunes. Nous, les politistes, on n'interprète pas du tout ce moment comme un moment de dépolitisation, bien au contraire, comme un moment de participation très intense. Et pour Latour, nous sommes face à des muets, donc les personnes qui prennent la plume, qui tentent de s'adresser à des sourds, en l'occurrence l'exécutif. Pour lui, dans ces cahiers, il y a une absence d'énoncé politique commun et une incapacité à mettre en mouvement qui fait que cette opération des cahiers de doléances participe de ce moment d'extrême dépolitisation. D'autres collègues ont évoqué un risque de domestication de la participation avec le grand débat. C'est mes collègues Alice Mazot et Guillaume Gourgue, Alice Mazot, Université de La Rochelle, qui est partenaire dans notre projet région sur les doléances de sciences participatives, et Guillaume Gourgue également, qui enseigne à Lyon. Et au contraire, et devant ces craintes, ils ont aussi proposé une lecture complémentaire et pas forcément opposée d'une participation ensauvagée. C'est-à-dire que bien que au niveau de l'exécutif et du secrétariat de l'Élysée, il y ait vraiment eu une tentative de produire une opinion publique conforme aux décisions de l'exécutif, notamment avec ces fameux thèmes et ces questions quasiment pré-remplies, dans les cahiers citoyens, on a bien une participation ensauvagée, une participation que moi j'appelle férale, c'est-à-dire que c'est une participation dans laquelle tout ce qui avait été domestiqué, tout ce qu'on tente d'apprivoiser, de faire entrer dans des cadres, va sortir pour retourner à un état plus
sauvage, et j'emploie ce mot dans son acception très positive, dans un état qui précède celui de la domestication, dans un état où les routines ne vont pas encore de soi. C'est un geste d'écriture citoyenne pour mes collègues Manon Pingam et Marion Bendinelli, qui sont linguistes et qui travaillent aussi étroitement avec nous. Et dans nos projets de recherche de sciences participatives que nous avons menés en Gironde à la demande et à l'initiative de Gilets jaunes, que je salue vraiment ici et que je remercie, et qui a été menée dans la Creuse avec des citoyennes et des citoyens, des habitantes et des habitants à l'initiative de Manon, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'à la lecture des doléances, c'est aussi un moment de réenchantement et c'est aussi un moment de renouvellement des pratiques démocratiques et de participation citoyenne. Enfin, ces cahiers citoyens, et je m'adresse ici aux représentantes et représentants des collectivités territoriales, c'est aussi un outil extraordinaire d'amélioration des politiques publiques pour peu qu'on ait la possibilité de produire des analyses robustes de ces cahiers et puis de les écouter. Et dans le projet de recherche de sciences participatives qui est cofinancé par différents départements de Gironde, différents départements de Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, les Landes qui financent une recherche postdoctorale, la Haute-Vienne et la Charente-Maritime, donc la région Nouvelle-Aquitaine, et des laboratoires de recherche, eh bien, ce qu'on va organiser aussi, au-delà des ateliers de sciences participatives comme on en a eu un aujourd'hui, ce sont des agoras et des temps de restitution avec les élus, avec les personnes qui vivent et font vivre le territoire aussi, de ce qu'on a trouvé avec ces citoyennes et ces citoyens, avec ces personnes engagées dans les cahiers de doléances. Et donc ça peut être aussi une manière de retisser le lien qui s'est distendu entre ce qu'on appelle en sciences politiques les gouvernants et les gouvernés, à défaut de trouver d'autres mots plus laudatifs. Donc, initiative de Gilets jaunes, 27 février, mouvement des retraites, pour celles et ceux qui s'en souviennent, contre la réforme dite universelle qui était le premier pas vers la fin d'un régime contributif par répartition, puisque c'était le début de la retraite à points et donc d'une logique individuelle d'assurance du risque vieillesse. Jeudi 27 février, c'est à la demande de Gilets jaunes qu'on organise un amphithéâtre alternatif avec des Gilets jaunes et vous le voyez peut-être pas, c'était un amphi comme le vôtre, composé de Gilets jaunes. Donc au lieu d'avoir des étudiants de Sciences Po, des élèves de Sciences Po, nous avions devant nous et à côté de nous que des Gilets jaunes. C'était un... Et ce public-là, il est venu nous parler des assemblées, de la démocratie directe, de ses limites aussi, des espoirs et puis parfois de la pratique concrète qui ne répondait pas toujours aux attentes. Et c'est là qu'un citoyen me passe un petit mot et me dit « Ils sont où les cahiers de doléances ?» Donc Marcel Guilambet, très investi aujourd'hui dans les dispositifs participatifs et dans la cause du référendum d'initiative citoyenne, prend cette initiative et moi je lui dis que les cahiers, ils n'ont pas été confisqués du tout. Les cahiers, ils sont aux archives départementales. C'est un patrimoine commun et qu'on va aller le travailler, l'explorer ensemble s'il le souhaite avec un collègue historien. Et on va se retrouver, donc nous sommes le 27 février, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, en mars, on est confiné. Et donc nous nous sommes retrouvés après le premier confinement dans un bar, à la Cour des Murennes à Bègles, avec des personnes comme vous ici, pas de scientifiques, à part le collègue historien, pour savoir ce que les gens attendaient de ces cahiers. Et puis ensuite, comment on allait procéder. Donc Nicolas est venu, on a bricolé une projection avec un ordinateur, un mini vidéoprojecteur dans le bar. On leur a montré ce que c'était des archives, ce que c'est un inventaire, comment on va aux archives départementales, voilà, avec simplement sa carte d'identité. Et puis, on a mis sur pied notre petite équipe. On a numérisé les cahiers, parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas accès aux cahiers numérisés des archives nationales, et on les a transcrits à la main, à l'ancienne. Et je remercie vraiment, vraiment toute l'équipe, parce qu'on n'était pas nombreux, on était 6 à transcrire, et on est venu à bout de 2000 doléances en 2021. Donc, moi, j'étais en partie à Stanford à ce moment-là, donc à distance aussi, on a continué à travailler. Et puis, on a produit nos premiers résultats dans un article du Monde diplomatique. Dans l'ouvrage qui est à votre disposition ici, j'en ai apporté quelques exemplaires de la valse des ronds-points au cahier de la colère.
Et ensuite, on est allé présenter l'enquête aux citoyens de Saint-Macaire, enfin à toutes les personnes et collectifs, comme vous ce soir, qui l'ont demandé. Devant ça, le conseil départemental de Gironde a eu l'envie de financer une thèse. Donc, c'est venu aussi en renfort pour tout dépouiller. Voilà, donc je vous ai résumé la construction de notre collectif, comment on s'est organisé. Donc là, vous voyez comment on a travaillé aux archives, un extrait du documentaire Les Doléances en haut de l'image, et puis la seconde image, ça a été pris sur le vif quand on faisait nos dépouillements et nos numérisations avec les citoyens. L'objectif, ça a été de trouver une méthode commune pour prendre en photo les cahiers. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend les pages blanches? Est-ce qu'on ne les prend pas? Comment on nomme les fichiers pour qu'on se mette tous d'accord pour savoir de quoi on parle et comment on en parle? Autre point important, trouver un espace de stockage sûr. Et donc là, heureusement que nous sommes bien outillés avec les infrastructures publiques, pas de Google Drive, pas de structures, de serveurs nord-américains, parce que ça, c'est le pillage des données assuré. Puis aujourd'hui, ça veut dire entraînement automatique des IA sans que les personnes aient consenti. Donc, on protège tout ça. On est très, très, très vigilants et on y travaille toujours aujourd'hui avec les personnes qui nous accompagnent. Et puis ensuite, on va s'atteler donc à lire les doléances. On se les répartit par commune et puis on remplit chacun à la main ce qu'il y a écrit dessus. Et enfin, et je salue ici et je remercie nos camarades collègues de Toulouse, on a choisi Iramutech, qui est une méthode qui a été élaborée ici. C'est du libre, c'est fiable, c'est relativement simple d'accès. Et puis, on a surtout des collègues qui nous aident si on n'est pas sûr de nous, pour analyser nos 1996 doléances girondines. Je passe rapidement sur la description du corpus. Donc ça, c'est les cartes qu'on avait fait avec les citoyens pour vous les situer en Gironde, nos doléances. Attention, ce sont les doléances qui étaient communicables, c'est-à-dire dont les archivistes ont estimé qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que les personnes avaient consenti à ce qu'elles soient déposées aux archives et consultables immédiatement. Dès qu'il y a un doute que c'est un courrier personnel adressé à un maire, c'était non communicable. Depuis mars 2025, cette distinction a été abolie. Il y a une dérogation pour tout le monde. Tout le monde a accès à toutes les doléances. Mais grand accès veut dire grande responsabilité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les données parce que les gens n'ont pas tous consenti à ce que vous lisiez leurs doléances 6 ans plus tard. Et ils n'ont surtout pas consenti à ce que vous les publiez sans les prévenir et sans s'assurer qu'ils sont d'accord. Parce qu'en 6 ans, on peut avoir changé d'avis. On peut avoir émis des propos qui tombent sous le coup de la loi ou qui tomberont sous le coup de la loi, et donc il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on peut savoir de tout ça? La majorité des personnes va signer sa contribution. Ça nous rappelle furieusement les cahiers de doléances de 89, ça, 2789. On intervient comme membre de la cité, comme citoyenne ou comme citoyen, indépendamment d'ailleurs du fait d'être national ou pas national. On a des doléances de personnes étrangères ou qui disent « je suis d'origine étrangère », mais par ce geste d'écriture, ils sont des citoyennes et des citoyens à part entière. C'est le fait d'être sur le territoire qui définit la citoyenneté dans nos cahiers de doléances girondins. Alors peut-être qu'aussi la Gironde est un département particulier avec son histoire pendant la Révolution. Ça va dans le même sens, une majorité de personnes ne renseignent ni son sexe, ni son âge, ni sa profession. Tout à l'heure, nous nous interrogions avec l'équipe du GREP sur comment on retient des informations pertinentes. Est-ce qu'on note ou pas la profession des gens, sachant que la majorité ne la renseigne pas, que la majorité des personnes qui parlent en tant que profession ou avec leur occupation sont des retraités, donc des inactifs, et que les actifs qui se mentionnent sont parfois chômeurs, donc actifs sans emploi, et quand ils renseignent leur profession, on a tellement peu d'effectifs qu'on ne peut rien en déduire. Mais néanmoins, ça peut signifier des choses. Et d'un point de vue qualitatif, c'est intéressant. Quand le sexe est connu en Gironde seulement, enfin en Gironde pour l'instant, les hommes sont plus nombreux que les femmes à s'exprimer. Mais dans l'Orne, les femmes sont légèrement plus nombreuses. Alors à voir s'il y a un effet de corpus, parce que dans l'Orne, c'est le corpus exhaustif qui a été référencé.
est codé. Est-ce que c'est un effet aussi peut-être de contexte? Voilà, donc ça, c'est ou un effet de genre. Mais pourquoi en Gironde, les femmes participeraient un peu moins? Je ne sais pas. Voilà, et ce qui nous intéressait aussi, c'était le changement de la différence de registre pour nous en Gironde entre les femmes et les hommes. Les femmes étant plus souvent signataires de doléances rédigées sous le registre de l'expérience et du témoignage. Et c'est à partir de cette expérience qu'on va pouvoir éventuellement émettre un propos plus général. Les hommes escamotent souvent cet aspect-là et ont des doléances plus opinatives. Ils donnent plus volontiers leur opinion, voire ils l'exposent parfois très longuement. Et à ma connaissance, il n'y a que des hommes en Gironde qui, par exemple, mettent des annexes de plusieurs pages à leurs doléances pour préciser des aspects techniques, administratifs. Les usages des cahiers. Alors, on a des doléances de gilets jaunes, mais elles sont loin d'être majoritaires. Et elles sont plus fréquentes, ces doléances de gilets jaunes, dans les cahiers de gilets jaunes. Je note aussi que dans les cahiers de gilets jaunes, il y a plus d'ouvriers qui s'expriment en tant que tels. Voilà, on voit plus de personnes précaires et éloignées de la participation classique par le vote qui s'expriment dans les cahiers de gilets jaunes. On a des doléances citoyennes classiques et puis on a aussi un usage très stratégique et instrumental des cahiers. En Gironde, on a une doléance qui s'appelle « Urgence pour la France », dont on ne sait pas qui la rédige, qui la colle dans les cahiers et qui elle représente. Voilà, vous l'avez ici, et qui mêle différentes choses. On a déjà, sauf erreur, des propos assez sceptiques sur la vaccination. Voilà, liberté de manifester, liberté de réunion, ou en tout cas un plaidoyer sur les médecines alternatives. Dans la vaccination, je me trompe, c'est pas dans celle-là. Mais voilà, on voit déjà apparaître quand même, là aussi, une mise en crise de la science comme voilà, institutions ou des scientifiques comme producteurs de savoir consensuels et partagés par la population, avec des demandes aussi voilà, qui visent à... comment dire, à mettre en crise ces grands récits scientifiques et à critiquer certaines manières de faire de la médecine. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas encore dans la crise du Covid du tout, on est en 2019. On a l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est très présente dans les grandes villes de Gironde, Mérignac, Bordeaux. Et puis, on a un collectif que vous retrouvez ici, sauf erreur, dans la Haute-Garonne. C'est le collectif des petits patrons et artisans. Donc, ce n'est pas le grand patronat, c'est une stratégie de représentation de petits patrons et artisans. Il faut voir si c'est adossé à l'organisme qui représente les PME. Et puis, on a noté aussi qu'un individu pouvait faire plusieurs contributions. On a choisi de ne pas neutraliser cet individu. Et donc, quand, par exemple, dans une petite commune viticole de la Gironde, une personne va mettre 18 doléances contre l'immigration et l'islam, on va les comptabiliser comme 18 doléances. Mais on sait, nous, que c'est le même scripteur. On sait que c'est le même individu qui a, à dessein, tous les jours, mis des doléances pour faire monter ce thème dans les cahiers, alors qu'il est très minoritaire chez nous. Voilà ce qu'on a réussi à faire avec Iramutech. On a réussi à distinguer des classes de mots. C'était la commande que nous avaient fait les Gilets jaunes, puisqu'ils voulaient savoir, en gros, comment on pouvait se représenter les thèmes, les thématiques abordées, comment on pouvait identifier des revendications, des grandes thématiques de revendication. Pour lire ce graphique, et je parle sous contrôle, donc j'espère ne pas dire de bêtises, on voit que la méthode de classement, sur laquelle je ne vais pas revenir ici, nous permet de dégager deux grandes branches à l'arbre de la classification que nous avons identifiées comme la branche de la citoyenneté sociale et la branche de la citoyenneté politique. La citoyenneté sociale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de nos droits sociaux qui sont consacrés après 1945 par les ordonnances de 1945, qui sont le fruit du compromis social-démocrate issu de la résistance, qui reconnaît le fait que les droits civils et les droits politiques, la citoyenneté civile et politique, ne s'actualisent réellement que si des droits sociaux nous permettent de satisfaire un certain nombre de besoins,
nous permettre de nous prémunir du risque de la vieillesse quand on ne peut plus travailler parce qu'on est trop vieux, de la maladie, de la perte d'emploi, du chômage, du handicap, nous permettent aussi de subvenir aux besoins de notre famille. Ce sont les systèmes d'allocation familiale. Et donc, c'est la mutualisation du risque, de ces risques-là, qui dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, sont individualisés avec des systèmes d'assurance privés et qui, au sortir de la guerre, vont être mutualisés avec l'extension donc d'un système par répartition, contribution et d'une mutualisation donc de ces risques-là. C'est très important de l'avoir à l'esprit parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est cet attachement à cette citoyenneté sociale dans les doléances. Plus de 55% des lemmes du corpus, des mots du corpus, nous renvoient à cela. Le plus gros pôle qui se distingue par ordre d'importance, c'est la question des retraites, des revenus du travail. C'est là où sont mentionnés le SMIC, l'inflation, la demande d'augmentation, de revalorisation. Et on voit que cette question des retraites, des salaires, elle est très importante, très importante. Par ordre d'importance, mais c'est une classe très à part, comme vous le voyez sur les branches, c'est la question de la transition écologique. Ça fait partie de la citoyenneté sociale. Une transition écologique juste qui nous permette de vivre dans un monde vivable. Ça concerne les transports, les 80 km/h, les routes, les voitures, les véhicules, la mobilité. C'est aussi ce à quoi avaient pensé les parlementaires de 45 quand la SNCF est nationalisée et quand il y a une politique très ambitieuse de mobilité prise en charge collectivement par le service ferroviaire. C'est ça qui est en débat. Aujourd'hui, c'est l'automobile qui est prioritaire, mais au sortir de la guerre, la bicyclette et les transports en commun, c'était les moyens d'usage pour se déplacer. Ce qu'on voit aussi, c'est émerger la préoccupation pour la pollution et en Gironde, la pollution, l'énergie et en Gironde aussi la question des pesticides, que je n'ai pas pu placer ici, mais qui est très importante. Dans cette catégorie-là, ce qu'on voit comme classe importante de doléances et qui va être adossée à celle des revenus, c'est cette question de la fiscalité qui est le levier, qui est le moyen par lequel on fait advenir l'équité entre les territoires, entre les personnes qui habitent sur le territoire, mais aussi entre les entreprises. Ce sont aussi les services publics, donc deuxième branche, public, personnel, emploi, c'est la santé, l'éducation. Les services publics, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des cours de justice pour la citoyenneté civile, c'est l'équivalent des arènes électorales pour la citoyenneté politique. Et c'est donc cet équivalent-là pour les droits sociaux. Les services publics, c'est là où nous sommes des citoyennes et des citoyens titulaires et bénéficiaires de droits sociaux. C'est là où on exerce nos droits sociaux. Et c'est pour ça qu'ils sont si importants dans cette classe-là. Et enfin, ce qu'on a, c'est la classe des privilèges. C'est ceux d'en haut et ceux d'en bas. Les sénateurs, les députés, les avantages des anciens ministres, des anciens présidents. Voilà. Et donc, la demande de justice. Autre grande classe de mots, c'est celle donc, qui renvoie à la citoyenneté politique, avec d'abord, par ordre d'importance, celle du grand débat. La participation politique, elle ne se résume pas au vote épisodique. La participation, c'est participer au débat, c'est participer à l'espace public, et ça, c'est encore un héritage du XVIIIe siècle. C'est cette pensée libérale qui conçoit l'espace public et la participation dans un sens large. Mais c'est aussi, nous le voyons, classe 9, le vote, c'est aussi donc les institutions, comme je vous le disais, avec ici toutes les critiques, mais aussi les propositions d'amélioration. Le troisième volet de la participation, c'est le mouvement social. Participer en démocratie libérale, c'est aussi accepter le conflit social. C'est aussi accepter qu'on puisse participer dans la rue, participer sur les ronds-points, participer par des actions collectives sur les territoires. Et donc, c'est cette classe de mots qui renvoie très explicitement aux Gilets jaunes et à la manière dont le mouvement social est considéré ou déconsidéré dans le débat public et par le chef de l'État et l'exécutif. Dans ce volet citoyenneté politique, on trouve une catégorie, la classe numéro 2, relativement petite, 4,3% du corpus de mots, qui renvoie à la souveraineté. Et vous voyez qu'elle est d'ailleurs, en termes de proximité, de ressemblance, pas très éloignée de celle du débat. C'est la souveraineté dans un sens large, dans un sens inclusif, mais dans un sens aussi exclusif.
c'est la souveraineté, c'est la place de la France dans le concert des nations, c'est la souveraineté au niveau européen. Et on voit, quand on analyse qualitativement les doléances de cette classe de mots, que l'Europe, c'est à la fois un problème, mais c'est aussi une solution, et parfois dans la même doléance. Donc ça invite à penser en nuances. Enfin, dernière classe, la plus petite, et ça vous surprendra peut-être, parce qu'on entend à longueur de journée que le problème numéro 1 des Français, c'est la sécurité et c'est l'immigration. Dans les cahiers de doléances, c'est le dernier des soucis des personnes qui vivent et habitent sur notre territoire, 2,9% du corpus. Et toutes ces doléances-là ne demandent pas nécessairement le rétablissement de la peine de mort ou la fin de l'immigration de pays non industrialisés et non occidentaux. Parfois aussi, on peut avoir dans cette classe de mots-là et dans ces doléances-là qui traitent de ces questions-là, au contraire, une demande d'accueil. L'idée que l'immigration, c'est aussi une chance, et notamment dans des territoires ruraux, notamment dans des territoires où il y a une baisse démographique, et puis dans des secteurs où il y a des besoins de main-d'œuvre. Donc on peut avoir aussi cette expression-là dans les doléances. Si on les matérialise, et ça aussi c'est l'intérêt d'Iramutex, c'est de vous les positionner dans un espace, de vous les représenter. Vous voyez comment certaines doléances, certains groupes, la transition écologique en bas juste, elle est très à part, elle est très imbriquée sur elle-même, et puis comment certaines s'articulent étroitement, donc la question des services publics, la question de la fiscalité, celle des revenus, vous voyez comment tout cela dans ce pôle s'articule, et puis vous voyez le pôle de la participation aussi, et on voit comment s'imbriquent souveraineté, sécurité, donc ces doléances un peu minoritaires. Bien, pour vous situer tout ça par rapport à d'autres corpus et d'autres analyses qui ont été produites, ce qu'on peut noter, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est une grosse demande de justice sociale, mais finalement, que dans la synthèse qui avait été réalisée par un prestataire privé pour l'Association des maires ruraux de France, on voit aussi l'importance du niveau de vie, pouvoir d'achat, retraite, fiscalité. On voit l'importance aussi des relations gouvernants-gouvernés, qu'ils appellent gouvernance, des services publics, de l'environnement, de l'emploi et de l'activité économique. Et enfin, on voit que immigration, sujet de société, ce sont des termes minoritaires. Pour les maires d'Île-de-France, on retrouve à peu près la même chose. Et donc, nos résultats sont à peu près cohérents avec des nuances près qui sont liées aux méthodes, qui sont liées au corpus. Je vous ai proposé quelques doléances illustratives, donc, que nous retrouverons dans la publication. Si vous le voulez, je pourrai les annexer, parce que je ne vais pas forcément toutes les lire, qu'on avait choisies avec les Gilets jaunes parce qu'elles étaient assez typiques de l'imbrication des sujets qui concernent, qui préoccupent les personnes qui ont écrit. Le cahier de doléances d'Audange, c'est un cahier dans lequel il y a eu une contribution très explicite des Gilets jaunes, et j'ai appris récemment que la maire d'Audange s'était vraiment attelée à susciter de la participation, avait médiatisé son dispositif, s'était fait l'écho de ce qu'avaient fait les Gilets jaunes, et donc ça a facilité la participation citoyenne. Pour vous faire un exemple, le président actuel de l'Association des maires de France, David Lisnard, avait refusé dans sa ville de Cannes d'organiser des cahiers de doléances et des grands débats. Qui s'est chargé de ces cahiers de doléances pour la ville de Cannes? Le Parti communiste français. Donc, si vous allez dans les Alpes-Maritimes, vous trouverez des doléances de personnes qui sont allées remplir les cahiers de doléances communistes, organisés par le Parti communiste. Vous verrez donc que, voilà, elles sont très orientées effectivement sur des questions sociales, de justice, peut-être pas à l'image de la population, des préoccupations de la population cannoise. Donc ça a un effet, un petit aparté, l'implication des édiles dans le dispositif. C'est ce qu'on va tester avec nos collègues et les camarades citoyennes et citoyens. Cette doléance, on l'avait choisie aussi parce qu'elle nous dit beaucoup de choses sur le travail, sur la retraite, sur la maternité, sur ce qui reste à vivre. Quand on a 1 500 €
et puis sur le handicap. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans les questionnaires auprès des Gilets jaunes, à hauteur de 5 à 8% selon les contextes. La mention du handicap, on la retrouve dans les doléances, alors que c'est invisible dans le débat public et que ça concerne près de 10% des personnes qui vivent sur ce territoire. Voilà les différentes doléances illustratives de la question du pouvoir de vivre, comme disent les camarades de la CFDT. Donc, ce n'est pas le pouvoir d'achat finalement qui intéresse les personnes, c'est la capacité de vivre avec les revenus dont ils disposent, une fois que toutes les dépenses contraintes, ces budgets contraints dont parlait mon collègue sociologue Pierre Blavier à propos des Gilets jaunes, tout ce qui leur reste une fois que ceci, donc c'est le reste à vivre, entre guillemets, pardon. La participation citoyenne, elle nous montre aussi combien les personnes qui participent sont conscientes du fait que c'est un geste citoyen, c'est très important pour elles, mais que probablement, ça ne sera pas lu. Probablement, l'exécutif n'en fera rien. Donc, il y a des doléances qui prennent quasiment la forme de suppliques à Emmanuel Macron de prendre en compte ce qui est écrit et en même temps une très grande lucidité. Et j'aime beaucoup cette doléance de la commune de Cars, cette femme ancienne élue. Après lecture par la haute autorité, il serait respectueux d'archiver et de conserver toutes les doléances, que celles-ci puissent être consultées par quiconque désirant en prendre connaissance, maintenant ou plus tard. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire. Nous répondons à son vœu. Bon, vous avez des choses aussi très critiques, je n'y reviendrai pas, et celles et ceux qui ont ouvert les cahiers à Toulouse le savent et les ont vus. Donc, les services publics, c'est une préoccupation très importante, qui sont souvent appuyés par les maires quand ils interviennent en tant que maires. Voilà, la commune d'Avezan, où on demande le maintien du service public. Le service public conçu, comme je vous le disais, comme l'endroit où s'exerce notre citoyenneté sociale. Un service public n'est malheureusement pas toujours rentable, mais il fait partie de la solidarité nationale. Donc, il y a un très grand attachement à ces services publics, y compris au cœur même des métropoles, où ils sont menacés, pas toujours les mêmes qu'en milieu périurbain ou rural, et pour d'autres raisons. À Bordeaux, par exemple, on était dans le moment de prévision de fermeture des urgences de centre-ville et de fermeture de l'hôpital des armées qui desservait le sud de la métropole et qui, effectivement, va être fermé. Voilà, ça, c'était une des doléances qui n'a pas été exaucée. Transport et transition écologique. Donc, ce qu'on voit, c'est la centralité de la question de la mobilité, qui est, là encore, une question de citoyenneté. Pouvoir se déplacer dans le territoire, pouvoir amener ses enfants à l'école, pouvoir aller faire ses courses, pouvoir avoir une vie culturelle, amoureuse, amicale, festive, sportive, ça requiert de pouvoir se déplacer. Et ce qui était conçu comme un pan de la citoyenneté sociale au sortir de la guerre, aujourd'hui, est renvoyé à un choix individuel de consommateur. Le véhicule automobile, c'est un choix individuel de consommateur. Or, ce que nous disent les doléances, comme nous le disaient les Gilets jaunes, c'est que cette question des mobilités, c'est une question de citoyenneté au sens très large. Et qu'il faut la prendre à bras-le-corps et la penser à différents échelons des territoires. Je fais un petit aparté, mais il y avait un très bel ouvrage du sociologue Eugene Weber sur la fin des terroirs, sur la construction de l'État-nation en France. Et la thèse de Weber, elle est très, très importante. C'est que la thèse de Weber, c'est que l'autonomisation, enfin la construction d'un champ politique national, la construction d'une citoyenneté nationale en France, elle s'est faite par le chemin de fer. Elle s'est faite quand les espaces locaux ont pu être interconnectés. Et le redimensionnement, l'atrophisation du réseau ferré en France actuelle, où maintenant on ne peut plus se déplacer en France de manière transverse, et surtout à des coûts, et on ne peut plus se déplacer en France à des coûts abordables pour le commun des mortels, c'est le démantèlement aussi de ce qui avait rendu possible cette nationalisation de l'espace politique français au XIXe et au XXe siècle, jusque dans les années 70. Ça fait vraiment réfléchir. Doléances contre la privatisation des autoroutes et des aéroports, souvenez-vous, le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris n'est pas très loin.
C'est un outil pour la transition écologique aussi, cette classe de doléances. Et puis enfin, en Gironde, on a un profond attachement à ce qui est local, l'expression du soutien à des circuits courts, à l'agriculture locale, une agriculture plus vertueuse, plus respectueuse de la santé humaine et de la santé environnementale. Je passe rapidement sur la justice fiscale, qui est voilà, là encore exprimée de manière très consensuelle et très forte dans les cahiers. La classe des Gilets jaunes, donc, c'est une classe de mots qui renvoie au mouvement social. Et quand on fait le décompte de qui s'identifie comme Gilets jaunes, on n'a que 35 doléances sur 1996. Ça ne veut pas dire 35 Gilets jaunes, puisqu'on a des collectifs de Gilets jaunes qui regroupent plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes. On a plus d'expressions positives que négatives. On voit bien qu'on a des demandes ici très similaires à celles du mouvement social. Le président Macron cristallise la colère, il incarne la dictature, la tyrannie d'ancien régime. Donc là, c'est une vraie demande de renouvellement du contrat social. C'est l'expression d'une économie morale qui placerait la justice comme principe fondateur, critique de la distance entre les élites et le peuple. Alors, un exemple de doléance de Gilets jaunes, voilà à quoi ça peut ressembler. C'est intéressant de transcrire pour faire une analyse du corpus de mots, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec nos collègues linguistes et sémiologues, on peut analyser tout le reste. La graphie, les petits moutons, voilà, le symbole des pirates, mais aussi peut-être d'un monde qui se détruit et puis d'un acheminement vers un monde plus heureux, plus juste à tout niveau, donc où seraient respectés les humains et les non-humains, comme vous le voyez en bas avec les petits renards, les petits ours, les petits animaux et les poissons. La très belle lettre de la doléance d'une maman comme tant d'autres que, si possible, j'aimerais qu'on puisse publier dans le compte-rendu qui sera fait de cette conférence, que je ne vais pas vous lire. Elle est extrêmement émouvante. C'est une maman qui s'adresse à Emmanuel Macron et qui lui décrit et qui lui demande surtout comment elle va faire pour expliquer à sa fille. Et là, un certain nombre de choses qu'elle fait dans sa vie quotidienne pour masquer la gêne au sens de la misère, la détresse matérielle dans laquelle elle se trouve. Et comment ces petits gestes-là montrent aussi combien cette femme, elle est attachée à montrer une certaine dignité. Elle rappelle que sa propre mère à elle a travaillé toute sa vie, qu'elle vient se loger chez elle en hiver parce qu'elle ne peut pas payer sa cuve de fioul. Voilà, et puis elle raconte aussi les petits plaisirs, tout petits, se prendre un café quand elle en a les moyens, qui donne aussi un sens à l'existence et dont tous ces gens-là se privent. C'est une doléance de Gilets jaunes donc, qui est rédigée le 30 novembre à Libourne. On n'est pas longtemps avant Noël et on est avant donc le fameux grand débat. Je passe rapidement sur la démocratie, les institutions, une doléance que je pourrais aussi vous indiquer sur la manière dont on explique le RIC dans ces cahiers de doléances. Et donc, on voit aussi l'effort pédagogique et citoyen des personnes qui s'expriment, la critique adressée à nos élus. On demande plus de contrôle et on demande plus d'écoute et de participation. C'est les deux pôles de ce qu'on demande. La souveraineté, avec là encore deux pôles, un pôle populaire et démocratique, un pôle identitaire et autoritaire. Et puis la sécurité, qui est un thème très, très marginal. Voilà, je vous propose de conclure maintenant et de vous donner la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis, je pense qu'il est temps de laisser la place aux échanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à tous qu'on transcrira l'intégralité de la présentation, mais donc essayez de parler calmement, pas trop longtemps, mieux que moi. C'est un petit peu plus dans les détails des thématiques. Je voudrais revenir sur la méthodologie. Donc, vous avez donc bien présenté la genèse de ce travail d'exploration et d'analyse scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça dans d'autres territoires, sans forcément parler de ce qui se passe à Cannes, mais est-ce qu'il y a dans d'autres régions, etc. Parce que 1996 doléances sur 220 000, vous aviez dit?
Oui, mais sur 3000 et quelques de la Gironde. Oui, donc en fait, c'est pas très représentatif. Non, ce n'est pas représentatif, c'est représentatif de la Gironde. Et je pense qu'il faut prendre ces doléances comme représentatives de la Gironde. Et j'espère que je n'ai pas été maladroite, mais je n'extrapole pas du tout. J'ai une autre diapo avec toutes les équipes de recherche, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que nous qui avons fait le corpus avec Iramutech et on est en train de parachever les autres. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres résultats dans d'autres attentes. Donc, il faut qu'on soit vigilant ou en tout cas à l'écoute de ce qui pourrait sortir de ces analyses, parce que c'est vraiment passionnant. Je vous remercie. Oui, alors pour vous situer les choses, il y a des collectifs citoyens déjà qui se sont attelés à la transcription, comme ici, le GREP avec le CACIT 31. Dans la Loire, c'est exclusivement des citoyens, c'est des citoyennes et des citoyens. Mais par exemple, dans la Creuse, c'est une équipe mixte. Dans le Finistère, c'est une équipe mixte. Donc, on a Creuse, Finistère, Gironde, voilà, et puis Haute-Garonne, où on est vraiment dans la science participative. Et ensuite, on a d'autres départements où c'est exclusivement des équipes de recherche, dans l'Orne, par exemple, dans le Rhône, en Isère. Et puis, il y a des collègues qui travaillent avec leurs élèves ou étudiants, élèves de grandes écoles ou étudiants de master. Et alors ça permet d'avancer très vite. Et par conséquent, c'est la Moselle, c'est... excusez-moi, j'ai un trou, Nancy. J'allais dire la Meurthe-et-Moselle, c'est ça, la Meurthe-et-Moselle. Il y a le Doubs, le Jura et la Seine-Saint-Denis. Donc, voilà, on le fait un peu à l'ancienne, comme le faisait Labrousse avec ses élèves, l'historien. On compartimente par département, parce que pour nous, c'est l'unité abordable qui nous permet manuellement et physiquement de pouvoir nous assurer que les transcriptions sont propres. Alors qu'à Paris, on a nos collègues à l'EHESS et à l'IGN, l'Institut de géographie nationale, qui travaillent sur les 225 000 doléances, mais elles butent sur quelque chose vraiment qui est très problématique. C'est comme quand vous faites un gâteau avec une farine qui est mal tamisée, vous avez beaucoup d'impuretés. Et bien là, c'est la même chose. Les transcriptions faites par des prestataires à partir des fichiers de photocopie numérisés sont, on va le dire comme ça, mal tamisées. Et donc, il y a beaucoup de fautes de graphie, beaucoup de fautes de syntaxe, qui fait que, même si elles arrivent à dégager quand même des résultats interprétatifs valides largement, parce qu'elles ont des très gros volumes de données, si on va plus finement, c'est compliqué. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec elles pour ce qu'on appelle améliorer de manière incrémentale, c'est-à-dire progressivement, la qualité de leurs données pour qu'ensuite, elles puissent faire tourner leur logiciel à partir du gros corpus. Donc, on va croiser les deux. Il nous faut un petit peu de temps. Et vous pensez qu'on pourrait avoir quelques résultats un petit peu plus généraux avant le mois de mai 2017 ? 2017, c'est un peu 2027. passé. 2027. C'est notre ambition, c'est notre objectif. Et ça va dépendre un peu de la capacité qu'on a, nous, scientifiques et citoyennes, à mobiliser des équipes. Mais là, on fait des petits parce que moi, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, dans notre atelier, on aurait des personnes Donc, il y a une collègue aussi du Maine-et-Loire qui travaille avec ses élèves, mais je ne pensais pas qu'on aurait tous ces départements de l'Est de la France qui, je l'espère, seront soutenus par la région Grand Est. Il me semble qu'il y a quelque chose de positif. La région Île-de-France a refusé de financer un projet sur les doléances. Donc là, c'est au bon vouloir de nos collègues qui font ce qu'ils peuvent. Et puis, on a un collègue aussi basé en Suisse, mais qui travaille sur le Var, qui est une grande pointure en sociologie des mouvements sociaux, en sciences politiques. Et donc là aussi, je pense que les doléances du Sud-Est, moi je travaille sur les Alpes-Maritimes, on va en avoir, donc on avance. Je pense que dans un an, on aura déjà des bons résultats. Et puis on est aidé par les archivistes, que je tiens à saluer et à remercier, au niveau local et national, travail extraordinaire. Donc c'est eux qui facilitent aussi la mise en relation, le partage l'accès aux documents. Je suis un peu longue, excusez-moi. J'étais là avant toi. Je suis derrière toi, tu ne me vois pas. Merci beaucoup. Vous êtes, c'est passionnant parce qu'on a envie de travailler avec vous de la façon que vous en parlez. Alors moi, je suis dans le monde rural
Et ma question, elle est simple. Vous n'en avez pas trop parlé, mais est-ce que vous avez déjà un peu ce rapport entre les doléances du monde rural et les doléances? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui ressort ou est-ce que c'est les mêmes résultats? Voilà, ça c'est la première question. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir après, je pense. Oui, il y a de très beaux articles qui sont accessibles gratuitement en ligne de ma collègue Manon Pingam, Pengam, que je pourrais mettre dans une bibliographie, pareil, quand on aura transcrit la conférence. Et elle travaille sur la Creuse. La Creuse, c'est pas seulement rural, c'est hyper rural. La Creuse, c'est comme Haute-Lande-Armagnac, c'est quasiment désertique à certains endroits, au sens géographique du terme. Il n'y a presque pas d'habitants au kilomètre carré, très peu. Et par conséquent, ce qui se pose dans ces territoires-là, outre les mobilités, qui conditionnent vraiment tous les volets de la citoyenneté, y compris politique, y compris l'accès à la justice, hein, pas seulement les services publics et les droits sociaux, c'est les questions comme celle du vieillissement. C'est-à-dire que dans un pays qui vieillit, il faut se poser très rapidement et de manière prospective un certain nombre de questions, et ces cahiers de doléances, ils les posent, les questions. Ces cahiers de doléances, parfois, ils nous donnent aussi des réponses sur ce qu'aimeraient les personnes qui vivent dans ces territoires. Et ce que Manon Pingam a très bien montré, parce qu'elle est linguiste, et donc elle va très, très finement dans l'analyse des registres, des émotions, des attentes, c'est comment on voit bien se distinguer dans les mots des personnes. Le nous, ici, les petits, les petites communes, les petites entreprises, les petites exploitations, par opposition à eux, là-bas, les grandes entreprises, ceux d'en haut, qui sont très loin en fait des réalités que connaissent ces personnes, les nous, les petits, les invisibles, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Et ça, c'est un clivage, c'est une structure d'opposition dans les imaginaires, dans la conception des sujets politiques, de qui sont les nous, qui sont les eux, qui est déterminante. Donc, ce n'est pas les eux, l'étranger, eux, les cas sociaux, eux, les bénéficiaires des minima sociaux. C'est eux, ceux d'en haut, c'est eux, ceux qui sont loin, c'est eux, ceux qui décident pour nous aussi. Et donc, ça, c'est très clair dans ces doléances rurales. Et ça, c'est un outil aussi d'amélioration, je pense, de politique publique ou de facteurs de participation. Oui, merci beaucoup. Vous l'avez peut-être dit, pardonnez-moi, mais est-ce que l'outre-mer est concerné? Non, je ne l'ai pas dit. Et j'ai une bonne nouvelle, l'outre-mer est concerné. J'encadre une thèse, j'ai ce plaisir sur les gilets jaunes à La Réunion et la question des émotions dans les mouvements sociaux. Et la doctorante, de son initiative, est allée aux archives départementales de La Réunion, qui est un tout petit corpus, et elle les a intégralement numérisées. Donc, quand elle aura un peu avancé sur sa thèse, on s'attellera avec elle au cahier de doléances réunionnais. Et s'il y a des initiatives ultramarines, elles sont évidemment bienvenues. Parce que là encore, il se pose des questions territoriales dans les territoires ultramarins, et je pense aussi à d'autres territoires qui méritent d'être mises en lumière et intégrées au volume de données. Nous avons eu une réunion de 2 heures. Magali était à la baguette et on a été surpris, même nous qui sommes dans ces textes, qui lisons, etc., du nombre d'équipes très diverses sur tout le territoire. Si j'avais fait la carte avant la conférence, ça aurait été un peu étriqué. Et là, je pense que sa volonté d'ouvrir les portes et d'entraîner les gens fait que je pense que plein de gens vont pouvoir se raccorder à ce réseau. Oui, j'ai une question sur est-ce que c'est possible d'avoir une idée de qui a écrit des doléances? Parce que pour beaucoup de gens, je pense, écrire des doléances, c'était pas envisageable parce que c'était considéré comme on ne croyait pas à cette histoire. Donc, qui a écrit? Est-ce que c'est possible de le retracer, ça? C'est possible de différentes manières de le retracer. D'abord, comme je suis passée un peu vite dessus, mais la majorité des doléances sont signées. On vient, on signe en son nom. Parfois, on signe et on écrit aussi son nom de famille.
Et parfois, on laisse aussi ses coordonnées. Il y a une enquête en cours en Gironde qui n'a pas encore commencé avec le contact des personnes qui ont laissé leurs coordonnées, mais dans les Landes, elle a commencé. Donc, Guillaume Le Tourneur, là, est en train de recontacter les personnes qui ont bien voulu, qui ont laissé leurs coordonnées. Il y a un taux d'échec important parce que 6 ans après, contrairement à ce qu'on pense, les gens ont oublié. On a même une collègue archiviste de Charente-Maritime, Marianne Chabin, qui a un blog extraordinaire sur les doléances et qui est là encore un pilier très précieux de l'enquête, qui nous a raconté une anecdote d'un maire de Charente-Maritime qui a rédigé une doléance. Elle le rencontre lors d'une présentation, et puis elle lui dit, mais vous avez dans votre commune, il y a un cahier, et puis vous avez contribué dans le cahier. Et le maire ne se souvenait pas, non seulement qu'il y avait un cahier dans sa commune, mais qu'en plus, il avait écrit dedans. Et donc, il a fallu qu'elle lui montre. Et effectivement, voilà. Donc, il y a un premier problème méthodologique, c'est l'amnésie. Parce que après, il y a eu la crise sanitaire, parce que la vie a continué, parce qu'il y a eu beaucoup de choses collectivement et individuellement qui se sont passées qui font que les personnes ne se souviennent plus. Mais quand elles se souviennent, on peut retrouver donc et avoir des données très fines. Deuxièmement, on peut retrouver le sexe de la personne, comme je vous l'ai montré, par le prénom, sauf par les prénoms épicènes. Et puis enfin, mais très peu le renseigne, on a l'occupation, actif-inactif, et ensuite la profession. Mais, comme vous l'avez vu en Gironde, 1996 doléances, on a un peu plus d'une centaine, 165 je crois, d'occupations renseignées, donc actif-inactif, et au sein des actifs, la profession. C'est pas beaucoup. Donc, statistiquement, c'est pas du tout représentatif. Et par conséquent, il faut des méthodes mixtes, c'est-à-dire qu'il faut combiner les différents types d'analyses pour essayer d'aller le plus finement dans la participation. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que les Gilets jaunes n'ont pas voulu participer à ces cahiers. Ils appelaient ça le grand blabla, le grand débat. Ils trouvaient que c'était une escroquerie. Il y a certains collectifs qui ont déposé des cahiers de Gilets jaunes. Beaucoup les ont gardés par-devers eux. Et l'une des belles ambitions du projet aussi, ce serait d'avoir une collecte, comme il y a eu la collecte de la Grande Guerre aux archives, dans les archives départementales, qui est une collecte de ces doléances de Gilets jaunes et de ronds-points, que ce soit un fonds qui soit déposé. Parce qu'il y a encore des cahiers de doléances chez les Gilets jaunes qui n'ont pas été versés, des cahiers en mairie, comme c'est le cas à Toulouse par exemple, qui n'ont pas été versés, mais ça pourrait se faire à l'avenir. Donc j'ai répondu et je n'ai pas répondu à votre question. Ce qu'on voit, c'est que dans les cahiers de Gilets jaunes, les personnes qui participent sont des personnes beaucoup plus variées et diversifiées que les personnes qui participent habituellement au dispositif participatif. Donc, plus d'ouvriers, plus d'ouvrières, plus de chômeurs, plus de précaires. On voit aussi que c'est des personnes qui ont un niveau de diplôme plus faible parce que l'orthographe est souvent fautive. Donc, ça peut dénoter une dyslexie, mais ça peut aussi une dysorthographie, mais ça peut dénoter aussi un niveau d'études moindre. Et puis, sur un rond-point, on va vite aussi parfois. Donc, voilà. Et donc, on a un public plus ouvert. Et ce que les collègues vraiment ont montré dans la Somme, c'est que les mobilisations de Gilets jaunes ont eu pour corollaire une hausse de la participation dans les cahiers de doléances de la commune, alors que ce n'est pas les mêmes personnes qui participent. Donc, par ricochet, ça a suscité de la participation citoyenne. On va explorer tout ça. Moi, j'aurais aussi une question par rapport à la méthodologie. Oui. Vous avez dit à un moment donné que dans une petite commune, vous aviez choisi de répertorier les contributions successives d'un même contributeur et vous aviez pris le parti pris de les exploiter comme des contributions séparées. Alors, ma question, c'est donc pourquoi ce parti pris? Parce que ça donne quand même, du coup, surtout si c'est une petite commune, une vision déformée par rapport à la réalité. Et ensuite, dès lors que plusieurs entités séparées travaillent, j'imagine que, par exemple, je ne sais pas moi, dans l'Est de la France, ils peuvent prendre un autre parti pris, ce qui veut dire qu'au niveau de la cohérence générale, je me demande comment ça peut se passer. C'est une question qu'on s'est posée avec les citoyennes et citoyens quand une des citoyennes, l'autre citoyenne, enfin la citoyenne de l'équipe, a relevé donc ce monsieur graphoman dans cette commune viticole.
Et on s'est posé la question, effectivement, est-ce qu'on neutralise et on réduit à une seule doléance, parce que c'est toujours le même propos, toujours dans le même sens, alors que parfois, il y a des individus qui mettent une doléance sur un propos, donc ils se calent sur le grand débat. Ils vont faire une doléance sur l'écologie, ils vont faire une doléance sur la fiscalité, une doléance sur la citoyenneté, immigration, laïcité, enfin les questions d'identité, une doléance. Bon. Nous, la manière dont on a tranché est la suivante. Nous faisons un projet de recherche sur les doléances. Donc l'unité de mesure, l'individu qui nous intéresse dans notre tableau, c'est la doléance. On aurait pu choisir un projet sur les auteurs et les autrices des doléances. À ce moment-là, il fallait dans les cahiers déterminer qui est l'auteur de chaque doléance. Donc l'individu qui nous intéresserait serait un individu inconnu qui rédige une doléance. Et ensuite, il faut aller essayer de retrouver si l'individu en a rédigé d'autres. C'est un autre projet de recherche. Et par conséquent, il nous a semblé plus judicieux de garder notre unité doléance, mais lors de présentations orales et surtout d'articles scientifiques écrits, expliquer les biais méthodologiques et les choix méthodologiques que nous avons faits pour rester conforme au corpus, plutôt que de faire ce choix d'exclure les 17 doléances et de n'en garder qu'une. Parce que pour nous, ça introduisait un biais plus important que de ne pas la neutraliser. 17 doléances, ça peut sembler beaucoup à l'échelon de cette petite commune, surtout qu'il est quasiment le seul à écrire. Problème. Mais en revanche, quand nous, on publie nos résultats, on ne peut pas nommer cette commune pour des questions de RGPD, de protection des données. Donc, on va l'agréger à l'échelon du semi-canton ou du canton. Cette doléance, elle va donc être un peu ce monsieur, enfin plutôt les contributions de ce monsieur vont être de cette personne, vont être noyées dans d'autres doléances. Donc, elles vont déjà commencer à être relativisées. À l'échelle du département, c'est encore plus grand. Et à l'échelle des 225 000, quand nos collègues auront, voilà, le corpus sera de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse vraiment y aller complètement, eh bien là, je pense que ça sera en partie neutralisé. Mais on ne pourra pas faire l'économie de notre explication méthodologique et de nos choix. Jamais on en fera l'économie. Et on pourra nous critiquer pour cela. Mais Cognito, qui a publié le rapport d'analyse, il a pris les 18 doléances de cette personne. Il ne vous a jamais explicité que, voilà, il n'a même pas explicité son choix ou son non-choix parce qu'au fond, il n'en sait rien. Alors que nous, on est capable de dire, bah oui, attention, si vous vous focalisez sur ce territoire, vous avez un énorme biais, acteur des politiques publiques, si vous vous focalisez sur votre canton, votre commune, ici, ce n'est pas ce que veulent vos concitoyens, vos administrés, c'est ce que veut une personne. Et donc ça, il n'y a que nous, nous et les citoyens qui sommes en mesure de pouvoir mettre en garde et le dire. D'où l'intérêt voilà, d'être transparent et d'ouvrir la boîte de la méthode. Merci. Je voudrais prendre la parole à mon tour. D'abord pour vous remercier. J'éprouve une certaine émotion. Écoutez, pour moi, vous venez de rendre un grand hommage au mouvement des Gilets jaunes, car j'ai l'impression que c'est quand même bien grâce à ce mouvement qui a été si vilipendé. Souvenez-vous, je fais partie moi-même de ce mouvement de Gilets jaunes. Nous étions traités de racailles. Je me souviens même d'un ministre de l'Éducation nationale qui demandait au pouvoir public de tirer à balles réelles sur ces gens qui manifestaient. Merci donc de reconnaître que ce mouvement a fait naître tous ces cahiers de doléances, toutes ces discussions entre nous. Merci beaucoup. Alors, ma question est, pensez-vous que ces cahiers de doléances, pensez-vous que tout ce travail qui a été fait a un avenir? Pensez-vous qu'il servira réellement? De par ma question, déjà, vous sentez qu'il y a un certain pessimisme. Alors, pour conclure, les Gilets jaunes, ce mouvement n'est pas mort. Nous nous réunissons encore chaque semaine à Toulouse. Nous sommes très peu nombreux, 10, 15, 20 maximum, et nous défilons dans les rues en hurlant notre désapprobation
devant cette injustice sociale que la plupart d'entre nous, les plus pauvres, subissons. Je vous remercie. Je vous remercie très chaleureusement et très sincèrement. En tant que chercheuse, si je peux aussi partager ça avec vous, ce mouvement des Gilets jaunes, ça a été un moment de bascule. Parce que ça a changé pour moi, et je pense pour celles et ceux qui ont lancé l'enquête Jaune Vif. Ça a été un moment pour moi de transformation de la manière de faire de la recherche. Bon, moi, j'avais commencé en histoire sur des archives. Et puis, j'avais aussi, ensuite, quand j'étais à Bordeaux, travaillé sur... moi, je travaillais plutôt sur les mouvements conservateurs, voire sur l'extrême droite, sur les militants de l'extrême droite. Donc, j'avais un rapport très classique à mon terrain d'enquête, très neutre. Hein. Et puis, je faisais mon métier avec des entretiens, des observations. Mais les Gilets jaunes, on a été quand même embarqués. Et puis, on était en manifestation avec eux. On a aussi essuyé... voilà, la violence de la répression, la brutalité, l'injustice. Mais ces moments d'enquête, ils ont été aussi des grands moments de partage. Et nous, quand on arrivait avec les questionnaires, un questionnaire chronométré en 2 minutes en laboratoire, il prenait 45 minutes parce qu'on parlait énormément. Les gens nous parlaient. Et c'est là aussi qu'est née l'idée de faire sortir la science des laboratoires. Et quand Marcel, Gilet jaune, de Villeneuve-d'Ornon, donc je dis son nom parce que Marcel, il se présente toujours publiquement, et il a lancé cette idée sur les cahiers de doléances. Ça a été un très beau projet aussi pour faire de la science ensemble, à un moment où les scientifiques sont à la fois dénigrés parfois par leurs institutions de tutelle, ou par l'exécutif. Hein, on se souvient de la mission d'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Et puis décrié par les concitoyennes et les concitoyens qui ne comprennent pas toujours des décisions publiques, l'étayage scientifique et tout ça. Donc, c'était aussi une manière de dire, bon, il faut ouvrir la boîte à méthode, il faut faire de la science ensemble, coproduire ensemble, fabriquer ensemble les savoirs et se les partager ensemble. Et mon chemin, moi, va s'arrêter au moment des recommandations politiques. Moi, je suis chercheuse du service public, c'est ma mission de service public que de restituer les résultats de mon enquête et aussi faire de la médiation, de m'engager dans ce projet de science participative et citoyenne avec vous, avec les Gilets jaunes. Mais en revanche, je ne ferai pas de recommandations. Je peux expliquer ce qu'on a trouvé, et c'est aux citoyennes et aux citoyens de s'en emparer. C'est aux élus de s'en emparer. C'est à eux de définir ce qui est juste à leurs yeux en termes d'action publique, de mobilisation sociale. Et moi, je suis beaucoup moins pessimiste que vous. Ce qui se passe depuis plusieurs années, quand on est ensemble, quand on organise des rencontres, des ateliers de sciences participatives, des rencontres de restitution avec les Gilets jaunes de Saint-Macaire, qui a été un haut lieu en Gironde, il se passe quelque chose. On nourrit le débat public, on alimente aussi la participation. Et ça passe sous les radars, mais pour moi, c'est ce qui fait aussi la culture civique, la culture citoyenne. Donc, je suis moins pessimiste là-dessus. J'ai été un peu longue et je vous prie de m'en excuser. Je veux juste dire que à distance, vous pouvez également poser des questions. Il faut lever la main. Et donc, des questions a priori sont possibles à distance. Je vous remercie pour cette présentation, pour cette analyse. Avant de poser mes questions, je voulais juste compléter par rapport à ce que vient de dire Georges concernant le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Alors oui, on est quelques-uns sur Toulouse à continuer à se retrouver, à marcher dans les rues de la ville tous les samedis, mais il existe encore des ronds-points qui continuent à fonctionner. Pour n'en prendre qu'un tout proche, c'est celui de Villefranche-de-Lauragais qui a toujours sa cabane et où les Gilets jaunes sont toujours là, toujours présents, toujours actifs, et qui continuent en plus dans la commune à faire du travail d'éducation populaire. Et ils ont monté beaucoup à leur initiative, mais qui s'est élargie à l'Occitanie, ce qu'ils ont appelé une école des Gilets jaunes, une petite école des Gilets jaunes, et qui fait un gros travail, qui continue, qui existe.
Donc, je voulais aussi poser 2 questions. La première, vous avez dit que les cahiers de doléances sont maintenant en accès public depuis mars 2025. Je voulais savoir, parce qu'auparavant, il me semblait que les analyses de ces cahiers, notamment par le maire du nord de la France qui avait confié cette analyse à un cabinet privé, à qui on avait interdit de publier les résultats donc de ces cahiers. Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Est-ce que vous avez l'autorisation de les publier? Est-ce que c'est accessible à tous? Et ensuite, je voulais savoir aussi, parce que apparemment, les Gilets jaunes n'ont pas beaucoup participé, d'après vos analyses et vos chiffres, mais les Gilets jaunes avaient mis en place une plateforme par Internet qu'ils ont appelée le vrai débat, qui avait commencé d'ailleurs avant le grand débat lancé par Macron, et je voulais savoir si ça avait été pris en compte, si c'est pris en compte dans les revendications ou dans les doléances, ou si ça fait partie d'une étude complémentaire. Merci. Merci à vous. Alors, il y a aussi des ronds-points dans les Landes, Lot-et-Garonne et en Gironde un peu moins actifs, mais bien sûr que les Gilets jaunes, ils ne sont pas morts. Puis dans le Tarn, il y a eu le rond-point de Revel aussi qui a été longtemps avec une cabane. Donc, je vous remercie d'abord d'attirer mon attention sur ce qui se passe en termes d'éducation populaire, parce que ça, là encore, personne ne regarde des Gilets jaunes mettre en culture partagée un champ pour permettre aux habitants du Blayais qui vivent des minima sociaux dans le couloir de la pauvreté de se nourrir avec des produits sains, de qualité, qu'ils ont produits eux-mêmes et elles-mêmes. Personne ne regarde ça et on va juste filmer voilà, les poubelles qui brûlent et le Fouquet's. Donc, ça aussi, ce réseau d'éducation populaire, ce travail d'éducation citoyenne qui était jadis pris en charge d'ailleurs par des partis politiques de gauche, mais parfois aussi par des partis liés à l'Église, ben aujourd'hui, c'est les Gilets jaunes qui le font. Donc, c'est intéressant. Alors, si je peux prendre 1 minute pour revenir sur un certain nombre d'idées reçues. À la Révolution française s'instaure un nouveau régime politique, et ce régime politique, qui se veut démocratique, il va reposer sur un certain nombre de principes donc, qui vont constituer notre devise, liberté, égalité, fraternité, certes, mais il va aussi fonctionner selon un principe, cette démocratie, de la transparence. La transparence des actes, la transparence des débats publics, de la délibération, et des lieux où s'exercera cette transparence vont être créées, ces archives nationales, ces archives départementales, pour que soit mis à disposition, soit conservé, mais aussi soit mis à disposition un certain nombre de documents, de chartes privées, publiques. Aujourd'hui, ça a été au terme, là encore, vraiment d'une mobilisation très forte des archivistes que les cahiers de doléances ont été déposés et mis à disposition du public gratuitement, sans aucune condition de restriction, des cahiers originaux des doléances. Donc, contrairement à ce que dit le monsieur de l'entreprise privée qui a eu l'exclusive de l'accès aux transcriptions réalisées de manière semi-automatisée puis confiées à des prestataires pour faire ces analyses, ce monsieur dit « j'ai dû tout détruire ». En fait, les cahiers originaux, ils sont là depuis avril 2019. Il y a des équipes qui ont travaillé jour et nuit aux archives départementales pour que n'importe lequel ou laquelle d'entre vous puisse y accéder. Donc, ils sont là. Ce qui n'était pas à disposition du public et qui peut-être ne le sera jamais dans un futur proche, et je vous dirai pourquoi si vous le souhaitez, ce sont les numérisations des photocopies des cahiers qui avaient été faites dans les bureaux des élections et de la légalité des préfectures de chaque département. Vous vous souvenez, au tout début de la conférence, je vous ai expliqué comment les cahiers ont été remontés aux archives nationales ou reversés aux archives départementales. Eh bien, c'est ces numérisations de photocopies qui étaient conservées à la Bibliothèque nationale de France, mais qui n'est pas un centre d'archives et qui ont été donc versées aux archives nationales, que les équipes de recherche n'ont pas pu consulter pendant longtemps, sauf une équipe de Paris qui a eu accès donc non seulement aux numérisations, mais surtout, parce que ça ne les intéresse pas tellement, surtout aux fichiers sous forme de tableaux
où on a transcrit les doléances avec des logiciels. Et ensuite, ces transcriptions faites par des logiciels, elles ne sont pas très bonnes. Donc, elles ont été relues par 4 prestataires différents qui ont décomposé les fichiers en 37 fichiers différents, qui ont été relus par des personnes en Roumanie, pour certaines d'entre elles. Donc, voilà, je n'ai rien contre ce processus, mais le fait que ne pas avoir l'original et ensuite transcrire quand on n'est pas de langue maternelle, c'est un problème. Et je vous explique ça. Donc, ces fichiers de transcription, ils sont désormais accessibles très facilement, il faut les demander. De même, ces fichiers numérisés sont accessibles très facilement, il suffit de les demander. Le problème, c'est que le volume est tellement important que les archives vont vous envoyer une clé. C'est bien, mais vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une très, très grande responsabilité. Parce que vous ne pouvez pas publier sans l'accord des personnes qui ont écrit ce qu'elles ont écrit. Donc, il faut anonymiser. Et anonymiser manuellement 225 000 doléances, c'est très long. Et moi, j'ai fait partie d'une mission de prospective mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour que nous positionnons, que nos institutions se positionnent pour garantir qu'il y ait une possibilité de publicisation de ces fameux fichiers numérisés dans des conditions scientifiques fiables, pérennes, accessibles, mais légales et protectrices. Parce qu'avec les techniques de fouille de l'IA, aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, extrêmement... vous êtes tout nu, vous êtes très vulnérable. Tout ce que vous mettez en ligne va pouvoir être recoupé avec d'autres bases de données. On va pouvoir vous réidentifier avec le nom de votre commune, avec le fait que vous décrivez un quartier d'habitat collectif et vous dites « je sors mon chien tous les soirs ». Mais on sait qui va être la personne. Donc, voilà, il faut faire très attention et c'est pour ça que peut-être ce ne sera jamais mis en ligne tel quel. Et on s'attelle dans la recherche participative à essayer de trouver des solutions, mais ça prend un peu de temps. En revanche, vous pouvez aller aux archives départementales, vous serez très bien accueillis. Service public. Et le vrai débat? Et le vrai débat, mais oui, c'était l'éléphant au milieu de la pièce. Alors, je n'en ai pas parlé parce que mes collègues de Lyon qui ont co-organisé le vrai débat avec les Gilets jaunes s'en sont très bien occupés. Je pourrais donner la référence. Tout est en ligne. Et le vrai débat, il a impliqué des Gilets jaunes, il a impliqué des citoyennes et des citoyens, pas forcément Gilets jaunes. Et il avait des modalités de collecte des propositions très ouvertes. Et ensuite, des modalités de synthèse avec non seulement l'utilisation d'outils informatiques, ça classique, mais des modalités aussi de restitution avec les citoyennes et les citoyens. Et ça, c'est mon collègue Guillaume Gourgue, notamment, qui s'en est occupé au laboratoire Triangle. Et on travaille, on est deux mèches, hein, on travaille tous ensemble, voilà, comme les Gilets jaunes, quoi. Excusez-moi. Je vous propose un retour en 2016, parce que vous avez parlé des cahiers de doléances, de 45, etc. La jeunesse du mouvement En Marche, c'est du porte-à-porte, hein, qui est ce mouvement qui va mener M. Macron à la présidence. Hein. Donc, ce n'est pas rien. En 2016, donc, il y a ce mouvement qui est créé, En Marche, avec comme justification des doléances portées par les citoyens français mis en place avec ce système de porte-à-porte, de mouvements citoyens. On va amener les idées, ça va changer, ça va évoluer de la gauche, de la droite, on va créer quelque chose de nouveau. Finalement, les Gilets jaunes n'ont fait que reproduire... Non, mais si je prends le système, c'est ça. Est-ce que vous comptez faire une comparaison des résultats de 2019-2020 avec les résultats de 2016 qui ont amené un programme politique et à l'élection d'un président? Alors, moi, je n'ai jamais vu les doléances collectées par le porte-à-porte des équipes. Je ne sais pas où est ce corpus. Mais souvenons-nous de ce qui était dit à l'époque. De ce qui était dit. Mais parfois, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et à l'époque, je ne crois pas que Emmanuel Macron... alors, il avait des soutiens matériels et financiers importants, hein, et il avait aussi une partie des cadres du Parti socialiste qui l'ont soutenu.
Donc, ça fait un petit socle, une petite armature, mais il n'avait pas l'armature militante pour faire un porte-à-porte aussi massif que ce qu'il a bien voulu croire. C'est plutôt la mise en discours, la mise en récit de techniques de campagne similaires à celles de Barack Obama, dans l'objectif de créer une narration qui enthousiasme et qui donne l'illusion d'une force politique qui serait en dehors des partis et qui viendrait de la base comme ça. Alors, si un jour quelqu'un trouve ce corpus de doléances, nos équipes seront ravies de faire des comparaisons, et c'est ce qu'ambitionne un projet de recherche là qu'on a déposé, et on attend la réponse de l'Agence nationale de la recherche voilà, pour comparer différents corpus de doléances. On a les doléances des bonnets rouges 2014 aussi. Hein. Donc ça, c'est ma collègue Manon Pingam, celle qui travaille sur la Creuse, qui les a très bien étudiées, et elle a très envie de faire des comparaisons terme à terme. Et puis, il y a des organisations dont on n'a pas parlé. Il y a l'ouvrage sur les cahiers de 45, donc les cahiers de la Libération et du Parti communiste. Il y a les doléances des syndicats. La CFDT rédige depuis des décennies des cahiers de doléances du monde du travail. Les unions locales de la CGT ont ouvert des cahiers de doléances du monde du travail. Pour l'instant, ces cahiers n'ont pas été constitués en corpus à analyser, mais ce serait peut-être intéressant aussi de les comparer aux doléances recueillies là par des équipes de campagne, effectivement. Oui, mais le résultat est le programme, si on les écoute. Donc, voilà, les conclusions de ce porte-à-porte de 2016 donnent un programme et qui a permis quand même une élection. Ne l'oublions pas. Et c'est pas en annonçant, en disant qu'on dispose de moyens financiers, de banques, etc., qu'on est élu. On est élu en disant qu'on a bien écouté les Français, les citoyens, et qu'on va apporter des solutions aux problématiques qui ont été données par ce porte-à-porte. Oui, mais alors la réforme des retraites, sauf erreur, ne figurait peut-être pas dans les doléances, ou en tout cas, elle a peut-être été mal interprétée, comme disait un ancien ministre de la Justice. Je me suis arrêté à l'élection. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que... Et nous étions des millions à défiler contre cette réforme. Hein. Tout à fait. C'était là où Gilets jaunes et syndicalistes aussi ont consolidé parfois des alliances, ou en tout cas les ont explicitées. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est comment aussi ces doléances, elles peuvent servir de support programmatique. En tout cas, elles ont été mises en avant en 2016, et rien n'empêche aujourd'hui qu'elles soient à nouveau mises en avant pour d'autres échéances. Là, après, mon rôle s'arrêtera ici. Ce que je peux vous dire, c'est que dans certains partis politiques qui pourtant ont de beaux succès dans les urnes, il y a aussi des militants et des cadres qui sont allés voir ce qu'il y a dans les cahiers de doléances, et que dans certains territoires, eh bien, il y a des organisations qui suscitent des doléances avec des formulaires pré-remplis sur certaines thématiques de sécurité, de réponse pénale. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir comment, à contrario, on peut utiliser un dispositif participatif pour produire de l'opinion publique. Et il y a une prise de parole. J'avais une question à vous poser. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire partie de ce mouvement, et en particulier de l'Assemblée des Assemblées qui a eu lieu à Toulouse. Et moi, ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est vraiment beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'envie d'être ensemble, de partager, de vivre des choses. Enfin, on avait l'impression que presque on était en train de construire une nouvelle forme de démocratie, de vivre des choses qui se faisaient en même temps qu'elles se vivaient. Et alors, j'ai pas bien lu, mais peut-être que j'ai pas eu l'impression de retrouver dans les écrits ces termes d'envie, de plaisir, de joie, de considération. Alors évidemment, peut-être que c'est le passage à l'écrit qui fait que c'est un peu différent, mais est-ce que c'est pas des notions qui sont un peu perdues quand on les retranscrit? Merci. Alors, quand elles s'expriment de manière explicite avec des mots et des champs lexicaux, les techniques de type lexicométrique comme Iramutech, on les retrouve, les registres émotionnels. Mais la méthodologie que j'ai utilisée avec notre niveau
de béotiens et de béotiennes. On était tous novices. Moi, j'ai appris avec les Gilets jaunes et avec un jeune ingénieur d'études de l'équipe. Et puis, heureusement qu'il y avait le regard bienveillant des collègues toulousains parce que, voilà, on a avancé. Moi, ce n'est pas mon domaine de spécialité. Donc, je suis très modeste et j'admets vraiment qu'on... mais donc, cette méthode, elle ne permet pas d'aller aussi finement que ce qu'a fait ma collègue Manon, qui, elle, transcrivait, mettait des balises sur chaque mot avec les citoyennes et les citoyens de la Creuse. Et là, vraiment, dans ce que j'ai synthétisé de manière toute petite, mais il y a tout un travail aussi sur les émotions, mais qui ne sont pas toujours des émotions de plaisir et de joie qui sont énoncées dans les cahiers de doléances, parce que c'est un geste, et elle l'a très bien montré, et sa collègue aussi du Doubs, Marion Benzinelli, qui a travaillé sur, sur le Jura. Ce qu'elles ont très bien montré, c'est qu'il y a quand même une solennité. On vient en mairie, parfois on a préparé un texte, on veut quelque chose qui puisse à la fois être un témoignage, mais éventuellement de portée générale. Et donc, dans notre conception du politique, où le citoyen, c'est un individu qui s'est abstrait des émotions, il est rationnel, il pose les choses clairement, on ne va pas trop parler de ces émotions positives-là. Comment dire, ce que je vous dis là est une possible interprétation, mais à mon avis, pour vérifier l'hypothèse, il faut absolument qu'on varie nos méthodes et que si ce projet de recherche qu'on a déposé est financé, on puisse aller au bout de l'exploration des émotions comme nos collègues linguistes ont envie de le faire. Et ce que vous dites est vrai sur les Gilets jaunes. C'était un mouvement joyeux, c'était un mouvement où on sentait il y avait quelque chose qui avait dans ces rassemblements collectifs qu'on expérimente assez peu ailleurs. Je partage ça avec vous. Oui. Est-ce que vous avez accès au corpus constitué à partir de la réponse au grand débat, donc au formulaire plus ou moins préformaté, mais qui donnait des grandes lignes de chapitres et qui pourrait permettre d'avoir quelque chose d'assez homogène, enfin en tout cas plus facilement travaillable? Alors, le grand corpus des 225 000 doléances, mes collègues qui sont dans le projet aussi de l'équipe parisienne l'ont, elles ont travaillé dessus, elles ont malheureusement pas publié pour l'instant, mais elles avaient fait une belle enquête intéressante sur l'éolien, par exemple. Où est-ce qu'on repère dans les doléances l'émergence des préoccupations autour de l'éolien, dans quel territoire et tout ça. Donc, ce corpus, il est travaillé, même s'il est imparfait, et dans le grand nombre, elles arrivent quand même à déduire des choses. Ça, c'est le premier point. On a accès à ce grand corpus, mais moi, je n'ai pas la capacité, pour les différentes raisons que je vous ai exposées, de le traiter à ce jour. La synthèse qui a été produite par le cabinet, par le prestataire privé, à qui Madame Desplanques, dans son documentaire, donne finalement le fin mot de la conclusion, et où voilà, il expose des choses qui sont, de mon point de vue, erronées, voire fallacieuses sur le non-accès aux doléances. Sa synthèse, elle a été publique sur le site du Grand Débat. Ensuite, elle a disparu avec la disparition du site, et puis ensuite, elle a été restaurée. Donc, elle est publique, elle est accessible. Si jamais c'est compliqué de retrouver le document, moi, je peux le mettre à disposition, il n'y a aucun problème. C'est un document public, financé par des fonds publics, et le prestataire n'y verrait aucune objection, je le présume, parce que ça a été publié, voilà, c'est une commande publique. Je vais m'autoriser deux petites questions. Curieusement, non. Est-ce que vous avez une explication pourquoi des Magali, il y en a un grand nombre et il n'y a pas beaucoup d'hommes pour animer les équipes qui bossent sur ce sujet? Je veux dire, à la louche, comme ça, c'est 8 contre 2, quoi, à peu près, ou 9 contre 1. C'est essentiellement féminin, quand même. C'est comme l'enquête auprès avec les Gilets jaunes. Ça a été lancé par des femmes, à l'époque jeunes, provinciales, pas du tout en position de domination dans leur discipline ou champ académique respectif. Et je pense que là, on s'affronte à quelque chose qui s'appelle le genre, c'est-à-dire un rapport social qui produit des inégalités, qui produit
des manières de se penser soi-même différentes selon qu'on est un homme et qu'on est une femme, pas parce qu'on est né comme ça, mais parce qu'on a été socialisé comme ça. Et je pense que voilà, le genre joue, le territoire joue. Donc moi, je l'assume. Je suis provinciale, je suis méridionale. Moi, je pense qu'il faut vivre et travailler au pays quand on le peut, quand on le veut. Hein. Monter à Paris, c'est bien, mais ça ne résume pas toute une carrière. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, en fait, à travailler et à comprendre ce qui se passe avec des éléments de contexte. Et les éléments de contexte, ils me sont donnés dans le territoire où je vis. Sur la question de l'engagement auprès des citoyennes et des citoyens, comme je l'ai évoqué, moi, c'est vraiment cette percussion avec le mouvement social des Gilets jaunes. Encore une fois, moi, avant, je travaillais sur la Manif pour tous, sur les militantes qui ont émergé à la faveur de ce mouvement conservateur. Donc, je n'avais pas de relation, et puis elles n'étaient pas dans mon territoire. Donc, c'était un autre type d'enquête. Hein. Mais avec les Gilets jaunes, on a été embarqués. Enfin, c'était d'autres manières d'enquêter. Et c'est vrai qu'on y a pris goût, et on est une cinquantaine dans l'enquête Gilets jaunes. Et tout le monde a gardé des liens avec les personnes. Et certains se sont maintenant, on les a vus tout à l'heure, réorientés vers les cahiers de doléances, parce que je pense que c'est aussi une manière de prolonger ce plaisir de recherche participative et citoyenne qu'on n'avait pas ressenti avant. Donc ça, voilà, quelques explications. Et puis, je pense aussi que dans un moment où les services publics ont été tellement délégitimés dans les années 90, où les fonctionnaires étaient constamment accusés d'inutilité, d'être un coût pour la société, et quand on vient d'une famille de fonctionnaires, éducation nationale, hospitalière, c'est toujours le discours qu'on entendait de nos parents qui étaient des inutiles, des profiteurs, avec leur statut. Et donc, quand on est chercheuse au CNRS, on est inutile puissance 10, hein, parce que personne, nous, quand on se met en grève, ça ne change rien dans la vie de personne. Personne ne s'en rend compte, comme disait l'autre. Et par conséquent, je pense aussi que, quelque part, faire sortir la science des laboratoires, venir ici vous parler ce soir, vendredi, après l'atelier de sciences citoyennes, c'est aussi une manière de vous dire à quel point le service public de la recherche, il peut vous apporter des choses, à quel point c'est important qu'il y ait des organismes publics qui nous permettent de prendre le temps de venir vous retrouver, de choisir nos thématiques de recherche, de s'investir dans des projets avec des citoyennes et des citoyens de notre place, hein, sans prendre la vôtre, et voilà, mais en co-construction des savoirs. Je pense que c'est... Je vous ai un peu livré voilà, les différents éléments, mais pour moi, c'est une manière de faire vivre le service public de la recherche dans un moment où, quand même, matériellement et symboliquement, on a quand même subi quelques difficultés, quelques épreuves. Merci à vous. Attends, Jean-Louis, bon. Je ne veux pas vous lancer sur une piste politique, mais est-ce que, en étant neutre, vous pensez que dans les élections à venir, quel que soit le niveau de territorial ou le niveau national, il y a des partis politiques existants ou qui vont se fabriquer, puisque maintenant on fabrique des partis politiques comme des gaufres, quelques-uns vont venir pirater le boulot d'équipes comme la vôtre. Mais pirater, franchement. Moi, d'un point de vue de chercheuse, je redoute moins que des partis politiques lisent des travaux scientifiques, voire des cahiers de doléances, et qu'éventuellement, ils essaient d'étayer leurs propositions et de forger leur ligne programmatique à partir de ça, à condition qu'ils ne soient pas trop sélectifs dans certaines doléances. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est à l'ère des cabinets de conseil et de la privatisation et de la dépossession d'une partie de la fonction publique, de ses compétences et de ses connaissances, c'est l'usage de nos données, de tout ce que nous sommes en train de produire par ces cabinets, qui ensuite vont aller vendre leurs services et monnayer ce que nous faisons, nous, dans le cadre de notre science citoyenne et de nos missions de service public, à des collectivités qui sont déjà
bien en peine et bien en difficulté financière. Et donc, voilà, fournir des rapports avec des PowerPoint indigents, mais tout en se prévalant des doléances et en aspirant nos données, facturer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Moi, je vous avoue qu'en tant que chercheuse et en tant que contribuable aussi, c'est ce qui m'inquiète, parce que quand on voit comment ont été dépensées les sommes du grand débat, il y a de quoi vraiment être profondément inquiète. La recherche publique a eu 0 centime. Plusieurs millions, on avait calculé que c'était 25 années de thèse qui avaient été données aux prestataires privés pour faire l'analyse des doléances. Vous vous rendez compte, 25 années de thèse. Coût total employeur. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais après que ces doléances viennent irriguer ça... Il y aura peut-être les deux. Peut-être les deux. Il y a déjà des militants de certains partis politiques qui sont allés voir dans les cahiers de différents bords politiques. Après, qu'est-ce qu'ils en feront? C'est l'avenir nous le dira. Ouais, justement, ma question, elle tourne autour de ça aussi, là. Il y a des initiatives... Barnier d'abord, hein, on a eu beaucoup de changements ministériels, hein, on le sait bien, donc Barnier d'abord, Bayrou ensuite, et puis même notre Premier ministre actuel, ont remis à l'ordre du jour l'analyse des cahiers de doléances, ou des cahiers citoyens, comme on veut les appeler. Et donc, il y a un projet national qui est en cours avec en particulier Condorcet, hein, mais dans laquelle je crois que vous êtes intégré, je crois. Et donc, je voulais, enfin, je vous en ai pas du tout parlé ce soir. Donc, ma question, c'est pourquoi? Et la deuxième question liée à ça, il y a un certain donc maire, le fameux maire de Fabrice d'Allongeville, hein, le maire du village d'Auger-Saint-Vincent, là, qui s'est fortement impliqué également dans toutes ces opérations, en particulier en produisant. Je crois qu'il y a eu un documentaire dans lequel il a été mis en avant, on va dire, hein. Pas que lui quand même, mais il a été mis en avant. Et donc, par rapport à ça, comment vous vous positionnez? Alors, le documentaire, il se trouve que quand Hélène Desplanques, avant qu'elle envisage, enfin, au moment où elle se demandait si elle n'allait pas faire un documentaire, j'étais à Toulouse et par le hasard de la vie, par l'intermédiaire de Barbara Stiegler, qui est philosophe, nous avons été mises en relation parce que Barbara Stiegler est à Bordeaux. Elle savait que j'étais souvent avec des Gilets jaunes, que j'avais fait cette initiative des cahiers de doléances, enfin que les Gilets jaunes, voilà, m'avaient embarqué dans ce projet citoyen sur les doléances. Et par conséquent, étant amenée à discuter avec Hélène Desplanques, elle lui avait donné mon nom. Donc on s'est vu à Lille. Et donc, voilà, moi, je lui ai parlé de ce que nous faisions. Elle est venue en Gironde nous rencontrer. Ensuite, je lui ai fait rencontrer Manon Pingam, elle est allée dans la Creuse. Donc, on est dans le documentaire. Elle a rencontré des gilets jaunes girondins, notamment une coordinatrice, Jonquille. Et donc, ce documentaire, voilà, il restitue bien les choses. Il donne enfin la parole à monsieur, voilà, au prestataire privé. Bon, peut-être que là, il y aurait des choses à rectifier aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas plus avérées et qui laissent entendre une confiscation des doléances, alors que, comme je vous l'ai dit, elles étaient disponibles dès avril 2019 dans beaucoup de centres d'archives. Le deuxième point, c'est s'il fallait rendre public ces doléances, ces fichiers, ces fameux fichiers numérisés, il faut donc d'abord avoir des transcriptions propres qu'on réanonymise et ensuite on entraîne une IA pour qu'elle repère dans les espaces des photos les segments de texte et qu'ensuite elle réanonymise. Qu'est-ce que vous faites de Madame Chaise? C'est un nom commun, c'est aussi un nom propre. Donc voilà, il y a plein de petites questions comme ça sur lesquelles nous avons réfléchi. Et le campus Condorcet, qui est donc on va dire un consortium institutionnel qui regroupe différents établissements de recherche et académiques à Paris, pilotait, ou en tout cas avait la présidence de cette mission de recherche à laquelle moi j'ai participé pro bono, hein, dans le cadre de ma mission de service public, pour réfléchir à comment on pourrait faire. Et contre toute attente, le comité technique qui avait été mis en place pour publiciser les doléances semblerait avoir choisi, non pas, comme le voulait M. Lecornu,
quand il lance le grand débat, et c'est le Cornu au moment du grand débat qui dit que ça va être confié à des prestataires privés, c'est lui qui met les cabinets de conseil au centre du jeu, hein, et qui dépossède la recherche publique de ses prérogatives, eh bien là, ce serait ce consortium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir... Ce serait public, avec une infrastructure de recherche qui s'appelle Humanum. Et c'est notamment nous, avec le cas girondin, qui pourrions proposer voilà, des premiers cas tests sur des doléances que nous connaissons, que nous avons anonymisées manuellement, pour voir si c'est possible. Mais attention, peut-être qu'on pourra... Voilà, il faudra prendre des précautions énormes, parce que le Conseil d'État l'a redit, on l'a consulté, un maître des requêtes. En l'état, ce n'est pas possible. Il y a trop de risques pour les données personnelles et nous sommes extrêmement conscientes de ce problème. L'expérience avec les Gilets jaunes le montre. Hein. Tout se recoupe. Voilà, il faut vraiment protéger les gens parce que le moindre propos mis en ligne peut être quelque chose qui vous accuse, qui est un élément à charge dans une procédure. Il faut faire très attention. Puis votre voisin va connaître votre opinion, votre employeur, vos familles, enfin voilà, il faut protéger les opinions personnelles des gens. C'est aussi ça la démocratie. On va finir par une dernière question, Olivier. Vas-y. Oui, merci. Une information et une question. L'information, c'est je fais partie d'une association de culture scientifique, une culture scientifique qui organise donc un festival de sciences participatives tous les ans à Montpellier. Donc, alors, il y a beaucoup d'exemples de gens qui viennent expliquer un peu ce qui se passe dans leur domaine, et ça serait sûrement intéressant que à l'automne prochain, vous en soyez. Ma question est la suivante. Hein. Finalement, vous aboutissez à une description précise et fascinante des idées, des craintes, des espoirs d'un échantillon de Français. Un échantillon, bien sûr, puisque c'est ceux qui ont choisi de répondre. Hein. Ma question, c'est est-ce qu'on est capable au sein de cet échantillon, d'en prendre un sous-échantillon qui serait représentatif des Français pour savoir ce que les Français pensaient en 2019 ? Parce que vous avez quand même beaucoup d'informations, vous avez des quantités de données, on doit être capable aussi, alors parce que connaître l'opinion des Gilets jaunes est absolument important, est-ce qu'à partir de cet échantillon, on peut en faire un sous-échantillon représentatif des Français ? Pour qu'il y ait une représentation. Et est-ce que vous travaillez là-dessus avec des statisticiens ? Alors, ça tombe bien, puisque le 29 novembre, je serai dans les Landes. Et on a une table ronde avec Olivier Bouba-Olga, qui est un collègue qui fait de la prospective et de l'analyse au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et qui est très, très fin dans ses analyses territoriales, de participation et autres, plein de choses. Et puis, il y aura Jérôme Fourquet. Donc, ça peut être l'occasion pour moi de voir avec lui, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, je pensais plutôt mettre en relation les sondages par opinion fait avec des échantillonnages de grande ampleur, l'enquête du Crédoc qui avait été faite aussi au moment des Gilets jaunes et dans le moment de la plus forte mobilisation, on va dire, et qui avait aussi dans son panel et intégré des questions là-dessus. Donc peut-être voir comment on peut, plutôt qu'essayer de trouver un sous-échantillon alors que on a des variables qu'on n'arrive pas à voir parce que les professions ne sont pas renseignées, parce que voir comment on peut peut-être plutôt mettre en regard ce qu'on trouve avec ce que d'autres mesures de l'opinion politique trouvaient au même moment. Peut-être que ça peut être une solution. À voir. Mais merci pour l'invitation à Montpellier. Je serais ravie d'y retourner. Je voudrais réagir parce que en janvier, il y a Sandra Ouabian, qui est la directrice du Crédoc, qui viendra parler de ces enquêtes-là notamment. Ah ben très bien, vous avez beaucoup de chance.